Juin 1934, il me semble que le 10, si je ne me trompe pas, un meurtre particulièrement cruel et brutal a lieu dans la maison de campagne. Sur un jeune phalangiste de 18 ans, Juan Cuellar, ils ont brisé une cruche de vin sur sa tête et lui ont écrasé le crâne. Et une militante socialiste de renom, Juanita Rico. Il paraît qu'elle a dansé autour du cadavre et en relevant sa jupe, elle a uriné sur le crâne écrasé de Cuellar. La Conquista del Estado a un célèbre titre où il est écrit « Vive l'Italie fasciste, vive la Russie soviétique, vive l'Allemagne de Hitler, vive l'Espagne ». Que ferons-nous ? Pourquoi Franco ? Était-il le général le plus redouté par un camp et le plus admiré par l'autre ? Pourquoi est-il la figure centrale de toute la guerre ? La gauche incarne, en termes contemporains, ce qui devrait être, comme le disent souvent des personnes de droite. Ah, si seulement le communisme était possible. En théorie, c'est très beau, tu l'as sûrement déjà entendu. Le projet du communisme est se donner de la propriété à tous ? Non, c'est que personne n'en est. Tu trouves vraiment ça beau ? Comment ça pourrait être beau ? Dire qu'il faut abandonner notre identité culturelle et nationale au profit d'un projet internationaliste et cosmopolite qui veut nous transformer. Franchement, je ne vois rien de beau dans le communisme. Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Factoria. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'accueil que vous réservez à toutes les émissions que nous réalisons. Et je veux aussi m'adresser à ceux qui me disent dans les commentaires que je ne devrais pas interviewer un tel ou qui que ce soit. Vous n'aimez pas leurs idées ? Il me semble que vous me demandez de me comporter exactement comme la télévision que nous essayons de confronter ici. Ici, toute personne ayant une certaine formation et certaines idées, qui sait structurer et argumenter, sera toujours la bienvenue. Cela dit, aujourd'hui, nous avons un invité très spécial, le grand Fernando Paz, un historien et une personne que j'écoute depuis de nombreuses années et que j'avais très envie d'interviewer. Bienvenue Fernando, comment vas-tu ? Eh bien, c'est un plaisir, merci beaucoup d'être ici. J'ai adoré ton introduction parce que c'est un hymne à la liberté. Et c'est incroyable qu'il y ait encore des gens sur les réseaux sociaux qui demandent la censure et qui demandent que certaines personnes, à cause de leur signification, ne puissent pas s'exprimer. Oui, tout cela. Ce discours. Fernando vient parce qu'une personne appelée Hiru est venue. Lui, il est partisan de la Terre plate, mais il est venu ici avec un badge. Et je me dis, bon, pourquoi je n'irai pas l'écouter ? Je n'écouterai pas les... Non, parce que ce livre dit je ne sais quoi. Cela n'aurait pas beaucoup de sens. Mais si je ne me sentais pas prêt à le confronter, il faudrait qu'un scientifique vienne le faire. Mais je vais donner la parole à toute personne qui a des talents de communication et qui sait m'expliquer pourquoi elle croit en ce qu'elle croit. Parce que sinon, ça va devenir une chambre d'écho dans laquelle, eh bien, on ne peut pas apprendre. On apprend beaucoup en écoutant des avis différents. Et même si c'est quelque chose qui peut nous sembler ridicule, par exemple, comme le cas que tu viens de mentionner, il faut confronter les idées et dire « ce que vous dites est une idiotie ». Un piano ? Mais il a le droit de défendre son point de vue et nous aussi, nous avons le droit de défendre le nôtre. Mais douerme, Qu'il se défendent, mais sans exiger la censure. Il n'y a rien à en tirer. Et qui aurait dit ça ? Que deux personnes. Tu te considères comme conservateur, n'est-ce pas ? Non ? Allons-y. Comment c'est ? Qui es-tu ? Comment te définis-tu ? Dio ? Je ne me considère pas conservateur. Yo, c'est difficile. Nous sommes au XXIe siècle, à l'ère post-moderne. Il n'a donc pas vraiment de sens de prendre des références de la modernité, car ce monde est déjà périmé et mort. À mon avis, il n'a pas de sens de se définir, je ne sais pas, comme socialiste, comme libéral, comme conservateur, comme fasciste ou capitaliste, peu importe, non ? Avoir des références de la modernité sert de repère, mais c'est difficile comme définition. Si je devais me définir d'une certaine manière, je dirais que ma formation. On me l'a très rarement demandé, ce que tu es en train de me demander. J'en profite pour le dire entre parenthèses. Tout le monde part du principe que je suis je ne sais quoi, mais probablement je ne le suis pas. José Antonio est à l'origine de ma formation et de mon humus idéologique, pour le dire clairement. Mais logiquement, cette idéologie, pour ainsi dire, ou cette façon de voir le monde, ou cette façon d'être, qui était ? Selon José Antonio, elle remonte à 90 ans. Et à partir de là, il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup d'idées qu'on peut recueillir et additionner, non ? Si je devais me définir par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui, je dirais que je suis fondamentalement antimondialiste, pour le dire d'une certaine manière, et donc souverainiste. En faveur de la souveraineté nationale et de l'identification des idées de la patrie et du social dans une seule doctrine. C'est pourquoi José Antonio Primo de Rivera est ma référence, non ? D'accord ? Je trouve ça très curieux, non ?
Nous parlions tout à l'heure du fait que cette émission, pour qu'elle soit un peu différente, nous devrions attaquer un problème de fond que rencontre le système éducatif espagnol, à savoir comment le récit a été imposé et comment les gens en sortent, moi y compris. Ne croyez pas que je sois exempté de ce conditionnement, loin de là. Je suis sorti du lycée public Diego Velázquez avec un professeur d'histoire qui était profondément de gauche, profondément républicain, ce qui ne devrait pas poser problème. Mais il nous a transmis de nombreuses idées sur la guerre civile. Par exemple, quand les gens sortent du système éducatif public dans la rue, ce qu'ils pensent, c'est que de méchants fascistes se sont rebellés contre une république démocratique. Est-ce que ça s'est passé comme ça? Comment ce récit s'est-il autant ancré dans la psyché collective espagnole? Non, ça ne s'est pas du tout passé ainsi. Ça n'est pas une simplification, mais une falsification de l'histoire. Et ce récit peut s'imposer parce que, depuis le monde de la gauche, du progressisme, qui va bien au-delà de ce que l'on peut identifier conventionnellement comme la gauche. Le récit s'est imposé, grâce à la clarté qu'ils ont sur la manière d'hégémoniser un récit, une vision culturelle de la société. Alors que, dirions-nous, le monde non progressiste, pour l'appeler ainsi, est sur autre chose, il est sur des questions que nous pouvons qualifier ou comprendre, au départ, comme plus pratiques. Le monde du progressisme, le monde de la gauche sait et comprend parfaitement depuis 150 ans. Et surtout depuis Gramsci, depuis les années 20, que la société en réalité se façonne, se sculpte à son image et à sa ressemblance. Ce que l'on cherche, c'est, à travers la culture, dominer les médias et dominer l'éducation. Ce sont les deux voies sailles. Pour que les gens finissent par penser comme tu veux qu'ils pensent, et pour que l'imaginaire collectif se forme d'une certaine manière. C'est à cela qu'ils se sont systématiquement consacrés, à dominer l'éducation depuis 60 ans, déjà dans les dernières étapes du franquisme, et à contrôler les médias. Grâce à ce contrôle et à cette domination, comme je le dis, ils génèrent une narration, ils créent un récit qui est cru par la majorité des gens. C'est comme ça que ça se fait. Comme je le disais, Gramsci l'affirmait déjà depuis longtemps et le récit progressiste l'a fortement souligné. Tu peux faire croire aux gens ce que tu veux si tu as suffisamment de contrôle sur ces deux vecteurs, l'éducation et les médias. Et les gens peuvent en venir à penser que c'est une sorte de conspiration et qu'en réalité, toi et moi sommes fous de croire qu'il y a une domination de l'éducation et des médias. Vraiment, de nombreux idéologues de gauche l'ont écrit, qu'ils devaient s'emparer de ce que nous venons de mentionner pour obtenir l'hégémonie culturelle et du récit. Comment expliques-tu à quelqu'un que cela est écrit, que nous ne sommes pas en train d'inventer tout ça? Car c'est une réalité depuis les Lumières, donc depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle. On assiste à une substitution du paradigme chrétien d'explication de l'existence par un nouveau fondé théoriquement sur la raison. Et cela finit par déboucher sur un rationalisme d'un type plus ou moins radical, disons, et dans ce remplacement d'un paradigme par un autre, la figure d'autorité morale, qui était le prêtre, est remplacée par la figure de l'intellectuel. Quoi? Et c'est l'intellectuel qui commence à dire à la société comment elle doit penser, comment elle doit voir le monde, comment elle doit agir, qu'est-ce qui est bon ou mauvais, quelles sont les catégories de la raison, etc. Au cours des dernières décennies, l'intellectuel, disons le plus pur pour ainsi dire, c'est-à-dire celui qui travaille strictement dans le domaine de la pensée. On lui associe cette figure, parfois un peu grotesque, qui est celle de l'artiste, n'est-ce pas? Et alors, on voit comment, je ne sais pas, des chanteurs ou des acteurs. Eh bien, ils se permettent aussi de nous conseiller sur ce que sont les choses, de nous dire ce que nous devons penser, et tout ça, n'est-ce pas? Ce sont des intellectuels et des personnes qui sont sous les projecteurs dans la société et qui ont vraiment une grande influence sur les gens en fonction de la place qu'ils occupent. C'est la place qu'autrefois, jusqu'au XVIIIe siècle, occupait la figure du prêtre. Nous assistons à une érosion constante de ces figures d'autorité, n'est-ce pas? La figure, et je pense que c'est particulièrement important à notre époque, la figure du père au sein de la famille, qui représente l'autorité. L'autorité et la justice, la figure du maître, la figure du prêtre, la figure du militaire et du policier. C'est-à-dire toutes ces figures qui ont été des références dans la construction d'une société ont été systématiquement érodées dans leur rôle d'autorité. Et nous nous retrouvons avec une société qui n'accepte pas facilement l'imposition d'une autorité en tant que telle. C'est cet espace qu'il a occupé. Ces nouvelles figures qui, ont un profil différent, du moins autoritaire, formellement parlant.
mais ce sont elles qui créent vraiment une société. Comme je l'ai dit, à leur image et ressemblance, ça y est, c'est essentiellement la figure de l'intellectuel. Alors, Fernando, suite à ce que tu viens de me dire, plusieurs questions me sont venues à l'esprit, mais j'aimerais les garder pour la fin de l'émission, car elles sont trop importantes pour conclure maintenant. Et en réalité, ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'en parler. Quels sont les principaux mensonges ou les principales fausses idées que la société espagnole ou les jeunes Espagnols, à travers le système éducatif, ont acceptées? À propos du terrible conflit civil qu'a représenté la guerre, Eh bien, rien que de les mentionner, ce serait très long. Je veux dire avant tout, qu'il y a une réaction très saine contre l'imposition d'une version déterminée. Parce qu'ici, il s'agit de confronter différentes versions. Et probablement pas. Différents points de vue existent et il est légitime d'en défendre. Ce qui ne l'est pas, c'est l'imposition. Encore moins avec un caractère officiel comme le prévoit la loi de mémoire historique et la loi de mémoire démocratique. Imposer un récit officiel auquel on ne peut pas s'opposer, dans lequel il existe même des amendes, et la saisie des supports d'un discours différents des livres. ou d'autres types de supports. C'est cela qui est intolérable. Et bien sûr, ce type de mesure est pris parce que, en réalité, l'imposition du récit officiel ne supporte pas un récit alternatif, une explication différente. Depuis les causes de la guerre, par exemple, en répondant à ta question sur les causes même de la guerre, sur pourquoi la guerre civile espagnole a éclaté. Les causes de la guerre civile espagnole. Il est très intéressant de voir comment la loi de mémoire démocratique actuelle, disons, agit sans enquêter sur ce qui s'est passé avant le 18 juillet 1936. Nous gardons l'image figée du soulèvement et du coup d'État de 1936. Et on ne s'intéresse pas à pourquoi cela s'est produit. On ne s'intéresse pas à ce qui s'est passé avant, à ce qui s'est passé auparavant. Pourquoi? Car il faut expliquer cette image et les raisons de ces événements. Pourquoi se fait-il que la moitié de l'Espagne, comme l'a dit Gilles Robes, la moitié de la nation, ne se résigne pas à mourir et se soulève dans une situation donnée? À partir de là, pendant la guerre civile, il y a une multitude de mythes. Par exemple, le mythe selon lequel les nationaux étaient des fascistes. Prenons par exemple le mythe que les nationaux ont triomphé grâce à l'aide internationale. Le mythe voulant que les nationaux soient plus puissants que leurs ennemis, les insurgés ou peu importe leur nom. Et puis il y a un certain nombre de mythes concrets qui persistent, qui sont toujours là. Par exemple, il me vient à l'esprit le mythe du bombardement de Guernica, les brigades internationales, le dénouement même de la guerre, la raison pour laquelle la guerre se termine par la victoire des uns et la défaite des autres. La vérité, c'est qu'il existe énormément de mythes autour de la guerre civile. Et c'est précisément pour cela qu'il faut interdire la remise en question de tout ce genre de choses. La répression est aussi un autre des grands mythes qu'il faut préciser davantage à propos de la guerre civile. Le génocide survenu pendant la guerre civile contre l'Église catholique est un sujet dont on tente de parler le moins possible. Naturellement, parce qu'il inverse les rôles de bons et de mauvais dans de nombreux sens. Il existe évidemment de nombreux mythes sur la guerre civile espagnole. Moi, J'aimerais surtout en démêler plusieurs, mais comme ce n'est pas possible pour tous, parce que nous avons un temps limité. Malheureusement, ce qui m'intéresse surtout, c'est ce qui est le plus important pour moi. Parce que c'est ici que se trouve le commencement. Et dans le commencement, si l'on analyse bien les causes, c'est là qu'on peut décider pourquoi cela éclate. Et c'est là que je pense qu'il peut y avoir le plus d'endoctrinement. Et je ne fais pas cela pour imposer une vision, ni la vision de Fernando Paz, ni celle de Gilles Valenilla, mais pour que les gens aient une opinion alternative. Je te disais déjà dehors, suis-je sorti de l'Institut en pensant une chose? Mes expériences au Panama m'ont amené à réfléchir sur les idées qu'on m'avait inculquées dans le système éducatif. Et à force de commencer à tout remettre en question, j'ai commencé à regarder des documentaires alternatifs, j'en ai vu 5 ou 6, et j'ai compris énormément de choses. Je me disais, mince, et ce n'est pas comme on me l'avait raconté. Et surtout, ce qui m'a le plus marqué, c'était la question des causes, parce qu'on n'en avait jamais parlé. Pourquoi ne m'a-t-on pas expliqué la Seconde République? Pourquoi la guerre a-t-elle commencé? Fernando? eh bien, il y a différents types de causes. Il y a des causes de fond qu'il faut prendre en compte et qu'il faut analyser. Et c'est qu'en Espagne, à cette époque, il y avait eu un développement très inégal. L'Espagne était un pays considérablement en retard si on la compare avec les pays européens, comme nous dirions aujourd'hui, les pays de notre entourage.
et un pays dans lequel il y avait une grande injustice sociale, surtout dans la moitié sud de l'Espagne. Cela s'était produit 100 ans plus tôt. Depuis la désamortisation de 1836, cela s'était produit. Il y avait une situation d'énorme injustice, selon laquelle il y avait très peu de propriétaires terriens. La plupart, en plus, à cause de la façon dont la désamortisation avait été faite, étaient des rentiers qui ne s'occupaient même pas de l'exploitation de la terre. Et une grande quantité de prolétariat rural, qu'on peut appeler ainsi, n'est-ce pas, José Pablo, dans de nombreuses régions d'Andalousie, ainsi qu'en Castille à la Manche et en Estrémadure, cela était très fréquent dans les villages. Des dizaines et des dizaines d'hommes sur la place centrale du village qui avaient à peine, littéralement, de quoi manger et allaient voir les propriétaires terriens tôt le matin pour choisir qui travaillerait ce jour-là, n'est-ce pas? Et venaient dans ma région pour les travailler. Ils travaillèrent du lever au coucher du soleil, souvent pour une assiette de gazpacho et une peseta. Bien sûr, cela ne suffisait même pas pour qu'ils puissent en subvenir aux besoins de leur famille. La situation était souvent tragique dans une grande partie de l'Espagne. Ce sont des faits objectifs qui influent sur la guerre civile. La question agraire était un problème certes très important. Ensuite, il y avait aussi un déséquilibre notable dans le développement industriel. Il y avait quelques pôles en Espagne qui étaient fondamentalement la Catalogne, en raison de son importance, la Biscaye, Madrid et les Asturies, où, comme je l'ai dit, ce développement industriel avait eu lieu. Aussi assez inégal, qui en plus avait hérité de certaines situations du XIXe siècle, considérablement injustes. Entre 1868 et 1870, la désamortisation du sous-sol avait placé la richesse nationale entre les mains d'exploitants étrangers. On ne leur avait même pas demandé d'installer des industries de transformation en Espagne pour que cette exploitation du sous-sol puisse créer de l'emploi. Mais on s'était contenté d'utiliser ce qui était extrait pour assainir les finances et financer les guerres, surtout la guerre carliste. Bref, c'était, comme je l'ai dit, une situation de grand déséquilibre et d'inégalité sociale. Et cela n'a pas été résolu, cela n'a pas été corrigé. Il a fallu attendre les changements qui ont eu lieu principalement dans les années 50, puis dans les années 60 et 70, dans l'Espagne de Franco, qui est l'Espagne de la modernisation. Ce sont des causes profondes et importantes. Il y a aussi ce que l'on a voulu voir comme le problème religieux, le processus de sécularisation en Espagne, qui s'est fait d'une certaine manière, surtout dans ces dernières phases. Très agressive. Contre l'Église et le fait que la société espagnole était très majoritairement catholique. Les nationalismes émergent également. Il y a un problème territorial qui est surtout encouragé par la bourgeoisie. Ce sont des intérêts conservateurs locaux. Quand tu parles des nationalismes, Fernando, excuse-moi de t'interrompre, C'est un petit... entre parenthèses, tu parles des régionalismes, d'accord? C'est-à-dire les nationalismes catalans et basques. Fondamentalement, le nationalisme catalan et basque. Le nationalisme basque est en quelque sorte un disciple, d'une certaine manière, du catalan Sabino Arana. En fait, il a appris à Barcelone comment tout cela se développait. Et qui défendait fondamentalement, comme je l'ai dit, des intérêts bourgeois, des intérêts de la classe aisée, des gens riches, des gens qui possédaient des industries, etc. Eh bien, tout cela nous donne un panorama de tensions en Espagne. Ajouté au fait qu'en Espagne, il ne s'était pas produit ce qui avait eu lieu dans d'autres endroits d'Europe. Une véritable révolution industrielle étendue sur tout le territoire national. Une sorte de refondation de la nation survenue ailleurs en Europe ne s'était pas produite en Espagne. En Espagne, la nation n'est pas refondée dans un sens libéral et industriel pour ainsi dire. Et il ne se forme pas une grande bourgeoisie et classe moyenne, ce qui fait qu'il y a d'énormes tensions de classe, pour les appeler ainsi. Tout ce panorama qui est en partie atténué pendant l'époque de la Restauration, surtout dans la seconde partie de la Restauration, avec quelques tentatives, essentiellement de la droite, de la part de Maura, qui voulait mener ce qu'il appelait la révolution d'en haut. Maura, leader conservateur modernisateur de l'Espagne, s'intéressait à l'Europe. Il avait dit « soit nous faisons la révolution, soit elle se fera sans nous, mais l'Espagne ne peut continuer ainsi ». Il voulait créer un pays de classe moyenne, mais cela n'a pas été possible pour diverses raisons. Mais cette situation de profonde injustice, au lieu d'être réparée par des gouvernements, disons, progressistes, ou par des gouvernements qui savaient que seule la modernisation pouvait y mettre fin.
Elle a été exploitée par la gauche pour créer un climat, une atmosphère, un terrain, un humus propice à la révolution. Et en fait, lorsque la gauche gouverne pendant la Seconde République, aucun des grands problèmes auxquels l'Espagne est confrontée n'est réellement abordé. Et en revanche, ces problèmes sont utilisés comme levier d'agitation sociale pour atteindre une série de buts politiques et idéologiques qui sont des objectifs révolutionnaires. Et ce sont là, je dirais, essentiellement les causes profondes de l'éclatement de la guerre civile. Ensuite, il y a des causes bloodées plus proches, qui étaient, si l'on veut dire ainsi, plus urgentes, précisément en raison de leurs conditions, de leur nature. Et en lien avec ce que j'ai mentionné précédemment, la gauche est là depuis avant, et je pense que cela vaudrait la peine de l'expliquer. Depuis 1933, quand le Parti socialiste ouvrier espagnol modifie ses objectifs idéologiques, et surtout, dès la révolution des Asturies de 1934, la gauche espagnole vit un profond processus révolutionnaire. Déjà, la gauche espagnole a 90%, à l'exception de quelques secteurs républicains modérés, qui sont très peu nombreux, la majeure partie de la gauche espagnole. Le socialisme, l'anarchisme et le communisme sous leurs différentes formes, car ils sont véritablement très protéiformes, très changeants, il y a beaucoup d'organisations. Et belliqueuses entre eux, n'est-ce pas? C'est l'une des causes de la défaite de la guerre, une cause fondamentale de la défaite de la guerre des gens de gauche, des républicains. Mais à partir d'octobre 1934, le projet devient franchement révolutionnaire. À cela, il faut ajouter que les socialistes et les anarchistes n'ont pas une idée claire de ce qu'ils veulent faire. Ils n'ont pas de plan, pour ainsi dire. Ils ne savent pas comment ils veulent le faire, ils ne savent pas le faire. Seul le Parti communiste a véritablement une idée de la stratégie et de la tactique pour amener la situation à un objectif révolutionnaire. Le reste, ce que nous voyons, c'est une agitation permanente, agressive, violente, sans but proche. Ce qui exaspère la société espagnole et surtout les secteurs les plus défavorisés de la société espagnole, à qui l'on impose des situations de très grande tension qui ne sont jamais vraiment satisfaites. La gauche à la tête du gouvernement en Espagne, et bien sûr la droite non plus, ne résout aucun des problèmes qui sont posés. L'Espagne durant la Seconde République les aggrave. Et cela, ajouté aux événements de février 1936, où le Front populaire remporte les élections de manière absolument frauduleuse. C'est Prouvé? Oui, ceci. Il y a environ 10 ans, un livre est sorti en 1936. Comment ça s'appelle? Fraude et violence? Il me semble que c'est le titre. Il fait une étude absolument exhaustive des procès-verbaux de la Seconde République et il estime que la fraude électorale était généralisée. Et par conséquent, la victoire du Front populaire en février 1936 n'était en aucun cas démocratiquement légitime. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment gagné les élections. Il faut aussi dire qu'à cette époque, il n'existait pas cette sorte de, appelons-le ainsi, fondamentalisme formel démocratique, selon lequel, disons, la démocratie est le thermomètre de tout ou la mesure par laquelle on évalue tout. Mais à cette époque, cela importait en réalité plus ou moins peu. Tout le monde savait qu'il allait y avoir une collision entre ces deux Espagnes. En fait, la guerre civile éclate parce qu'il y a une division préalable entre les Espagnols. Ce n'est pas la cause, mais la conséquence de leur division. Si l'on regarde ce que l'on peut appeler des coups d'État ou des prononciamientos militaires au XXe siècle, on en compte essentiellement 3. D'autres échouent et n'aboutissent à rien. Mais 3 se distinguent par leur portée et importance. En septembre 1923, Primo de Rivera, capitaine général de Catalogne, se prononce à Barcelone. Il fait un coup d'État. Il y a celui du 23 février 1981, et aucun des deux ne provoque une guerre civile. Seul le coup d'État de 1936 provoque une guerre civile. Pourquoi? Parce que celui du 23, c'est Primo de Rivera qui le fait, avec le soutien de toute la société espagnole, sauf des secteurs anarcho-syndicalistes, surtout catalans. Personne ne s'oppose à Primo de Rivera. Il fait le coup d'État, le roi l'approuve et c'est tout. Il gouverne 6 ans, celui de 1981 du 23 février est un sujet très intéressant. C'est un autocoup d'État, c'est un coup du régime contre lui-même, c'est un coup de la monarchie pour légitimer la monarchie. C'est un coup d'État, effectivement, c'est un coup de la monarchie, c'est un coup de la classe politique et c'est un coup de la classe journalistique. C'est vraiment un autocoup d'État.
Mais où utilise-t-on les militaires, comme cela s'était produit tout au long du 19e siècle, lors de toutes les proclamations? Ce n'est pas un coup d'État militaire, mais un coup des services de renseignement, du Centre de sécurité et d'information, de la défense du Centre national de l'information, dirions-nous aujourd'hui. Sujet vraiment passionnant, celui du 23 février, mais je veux. L'essentiel ici est qu'aucun des deux coups d'État, ni celui de Primo de Rivera, ni celui du 23 février, n'ait provoqué de guerre civile. Pourquoi? Parce que presque tous soutiennent le coup d'État de Primo de Rivera, pour qu'on se comprenne. Et dans le cas du 23 février, parce que personne, une fois le coup d'État échoué, surtout, personne ne soutient le coup du 23 février. Ce qui fait qu'il n'y a pas de division dans la société et qu'il ne se produit pas de guerre civile. Celui du 18 juillet 36, lui, provoque une guerre civile. Et il provoque une guerre civile. Parce que la division de la société a déjà eu lieu auparavant, parce que la société espagnole est déjà divisée. C'est comme une réponse, une conséquence à cette division? Oui. En quelque sorte, oui, c'est une conséquence de cette division. Je voulais te poser une question. Il y a aussi eu une série de meurtres précis qui ont encouragé les deux camps. Ils ont tué Calvo Sotelo et José Antonio Primo de Rivera. Tu as dit être José Antonien, c'est bien ça? Je m'intéresse aussi beaucoup à cette tension générée à la suite de ces assassinats. Quelle opinion la société espagnole avait-elle de José Antonio Primo de Rivera? Pourquoi l'ont-ils tué? Calvo Sotelo a été tué car il dirigeait le Bloc national, pas la Confédération espagnole des droites autonomes. Explique-moi un peu tout cela. Ta question sur la violence politique est essentielle à expliquer. C'est l'une des questions, les questions les plus proches de la guerre. La violence politique est le déclencheur qui provoque la rébellion. Comme je l'ai dit, il existe des causes de fond majeures. La violence politique traînait depuis des décennies. La violence politique a été introduite principalement par la gauche tout au long du 19e siècle. Les libéraux sont ceux qui forment des milices. Les libéraux, dans ce contexte, sont la gauche, ceux qui forment des milices citoyennes, des milices politiques, idéologiques. Il y a deux guerres carlistes, et quelques autres soulèvements, surtout celui de 1849, n'est-ce pas? Ça arrive, et les deux guerres, la première et la troisième, parfois on parle de 2 ou 3 guerres carlistes. Je pense qu'il y en a 2 et que les autres épisodes sont en réalité des soulèvements qui n'atteignent pas le statut de guerre. Mais bon, avec toutes les réserves, on peut dire cela. Et au cours du 19e siècle, en Espagne, s'installe une habitude, disons, de recourir à la violence dans le domaine politique. En fait, il y a une multitude de pronunciamientos militaires. C'est-à-dire que, fondamentalement, les politiciens utilisent les militaires pour organiser des coups d'État. Disons, ce ne sont pas à proprement parler des coups d'État, parce qu'un État, en principe, ce qu'il cherche, ce qu'il cherche, c'est plutôt à changer le système. Un pronunciamiento vise à changer le gouvernement, donc à orienter différemment la politique. Mais il ne remet pas en cause les fondements du régime, pour le dire d'une certaine manière, n'est-ce pas? En réalité, il s'agit de pronunciamiento. À l'exception de la Révolution glorieuse de 1868, qui expulse Isabelle II du pays. Ce qui est important pour ce dont nous parlons, c'est que... Une question. Pourquoi l'as-tu appelée ainsi? Elle s'appelle la Révolution glorieuse? Oui, elle s'appelle la glorieuse. Ce n'est pas parce que je le pense. Ah, d'accord. Non. La glorieuse, c'est ainsi qu'on appelait l'aviation républicaine pendant la guerre civile. Ce nom désignait aussi le club de football Alavés, ainsi que l'Atlético de Madrid. Glorieux, oui. Oui. L'habitude de la violence politique s'installe dans la société espagnole, n'est-ce pas? À la fin du 19e siècle, dès 1864, apparaît la première internationale. Le mouvement ouvrier, logiquement, adopte ce mode d'action violent, car il est évident que ceux qui se considèrent comme révolutionnaires ont tendance à utiliser la violence pour atteindre leurs objectifs politiques. C'est en cela que consiste la révolution, en dernier ressort, la révolution. Toute révolution n'a pas nécessairement à être violente, mais je veux dire que, tel que l'interprète le mouvement ouvrier, oui, c'est une révolution violente. Et en plus, la fin est une fin de classe, et donc il faut exterminer la classe des possédants, n'est-ce pas? Pour mener à bien la révolution? Alors, cela devient monnaie courante parmi la gauche, principalement pour des raisons pratiques, chez les anarchistes. Très brièvement, je dirais que lorsque le mouvement ouvrier se divise dans le monde, surtout en Europe, c'est ce qui importe le plus pour la majeure partie du mouvement ouvrier. Dans cette division qui existe entre les bakouninistes et les marxistes, c'est-à-dire entre les anarchistes et les socialistes, pour que nous nous comprenions, dans toute l'Europe, pratiquement la majorité suit Marx, c'est-à-dire qu'ils sont socialistes.
Mais en Espagne, il y a la particularité que la majeure partie du mouvement ouvrier, en revanche, est bakuniniste. Elle est anarchiste. Et l'anarchisme ajoute une dose de violence plus importante que le socialisme marxiste à la lutte politique. De sorte que l'Espagne devient un pays marqué par une intense violence politique. À l'arrivée de la Seconde République, la situation déborde. En fait, les anarchistes mèneront plusieurs tentatives révolutionnaires contre la République. Ils étaient aussi anti-républicains qu'ils avaient été anti-monarchistes. C'est la réalité. Eux-mêmes déclarent la guerre à la République dans leurs organes d'expression dès la naissance de la République. Et ils sont la principale force de la classe ouvrière en Espagne en 1931. Cette donnée est très importante. Il n'y a pas seulement une violence, en plus de la gauche, contre la bourgeoisie, contre l'Église, parce qu'il y a une violence très explicite contre l'Église catholique, très féroce contre l'Église catholique. Mais il n'y a pas seulement cette violence, il y a aussi la violence intra-gauchiste. Entre eux, qui atteindra son apogée pendant la période de la Seconde République et pendant la guerre civile. On peut même dire que cela atteindra son paroxysme, avec des affrontements permanents et continus entre les secteurs dits antifascistes. Mais avec des centaines de morts, cela mènera même à 2 guerres civiles. Durant la guerre civile espagnole, 2 guerres civiles éclatent chez les républicains. L'une à Barcelone, en mai 1937, et l'autre à Madrid, en mars 1939. Il ne faut pas non plus l'oublier. Mais logiquement, lorsqu'un opposant apparaît pendant la Seconde République, comme ce sera le cas des partis conservateurs, principalement la Confédération espagnole des droites autonomes, mais aussi Rénovation espagnole et ensuite le Bloc national. La gauche, disons, les attaque avec férocité. Il n'y a que 2 forces qui tiennent tête à la gauche dans la rue, ce sont la Communion traditionnaliste et la phalange espagnole des Juntas, de Ofensiva Nacional Sindicalista. Ce sont les seuls partis qui lui cantent. Quand tu parles de tenir tête, tu veux dire de façon violente, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ils se défendaient de manière violente, qu'ils utilisaient la violence de la même façon que la gauche, allant jusqu'à commettre des assassinats à caractère politique. La phalange et la communion traditionnaliste. Et les traditionnalistes, oui, d'accord. Eux aussi appliquaient la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, non? Oui, mais il faut nuancer. Quand la phalange est née, bon, d'abord, il y a quelques groupes qui forment les Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, les Juntes d'Offensive Nationale Syndicaliste. Fondamentalement, c'est à partir de 2 noyaux, l'un à Valladolid, dirigé par Onésimo Redondo, et l'autre à Madrid, par Ramiro Ledesma. Né en 1931, surtout dans le groupe principal de Valladolid. Au départ, les Junta Castellana de Actuación Hispánica, d'une tendance fasciste à orientation catholique. Le catholicisme est une limitation claire pour le fascisme, pour le vrai fascisme, n'est-ce pas? Pour le vrai fascisme, pas celui que la gauche mentionne, nous le sommes tous. Si on dit vive l'Espagne, on est traité de fasciste, je comprends. Le vrai fascisme, le vrai, que le fascisme vient d'un monde sécularisé, d'un monde absolument laïque, alors qu'Onésimo Redondo était au contraire un catholique fervent, n'est-ce pas? C'est pour ça que je dis avec cette limitation, mais le groupe de Madrid qui se forme à partir d'un hebdomadaire appelé La Conquista del Estado, dirigé par Ramiro Ledesma. C'est un groupe à l'origine plus fasciste, un groupe plus hétérodoxe, qui prend surtout pour référence le fascisme primitif, appelé fascisme sans sépulcre-Christ, celui de 1919 à 1921 avant la prise de pouvoir. De Benito Mussolini. Oui, de Mussolini, mais à ses débuts. En fait, la Conquista del Estado, cette publication des Homs, enfin, ce sera plus tard les Homs, de Ramiro Ledesma, La Conquista del Estado, un célèbre titre, où il est écrit « Vive l'Italie fasciste, la Russie soviétique, l'Allemagne de Hitler, l'Espagne. Que ferons-nous » Il s'agissait de saluer l'émergence. L'émergence d'un nouveau monde face au libéralisme, qui était caduque, qui était perçu comme quelque chose appartenant à l'ancien monde, destiné à disparaître. De cette disparition résulterait le triomphe soit du socialisme bolchevique, du communisme, soit du fascisme. C'était le point de vue qu'on avait à l'époque, qui je crois était largement partagé par beaucoup de gens, et bien sûr, c'était celui que défendait Ramiro Ledesma. Un important composant générationnel provenait de la situation en Europe après la Première Guerre mondiale. C'était un cri de rébellion de la jeune génération contre ses aînés. C'est très important à comprendre, parce que tant les Joncs que plus tard la phalange fondée par José Antonio sont des mouvements essentiellement juvéniles.
Par exemple, il proposait que personne de plus de 45 ans n'ait de responsabilité politique. C'est-à-dire que la politique devait être dirigée par des jeunes et ils insistaient énormément là-dessus. Eh bien, lorsque la phalange est née, elle est apparue un peu plus tard, en octobre, le 29 octobre 1933, à la suite d'un événement qui a eu lieu à Madrid. L'événement connu sous le nom d'Acte de la Comédie parce qu'il s'est tenu au théâtre de la Comédie. Et quelques mois plus tard, en mars 1934, elle fusionne avec Las Jones pour devenir la phalange espagnole. Ce n'est pas exactement la même chose, mais bon, une seule organisation est formée. Il y aura ensuite quelques scissions, mais bon, nous n'allons pas trop nous étendre là-dessus. Et lorsque la phalange naît, la gauche commence à attaquer les phalangistes et à les assassiner. On évoque fréquemment la violence de la phalange et celle de la gauche. Oui, c'est vrai, mais il est important de déterminer qui commence, car il y a une responsabilité morale là-dedans. Il faut préciser que la phalange, dès l'été 1934, avait déjà 9 mois d'existence. À partir de ce moment-là, la phalange répond aux assassinats qu'elle subit également par des assassinats. Mais pendant cette période, entre octobre 33 et juin 34, la phalange subit 11 assassinats dans ses rangs sans commettre une seule représaille mortelle. Cela crée de fortes tensions au sein du parti et de la phalange, car de nombreux militants souhaitent logiquement exercer des représailles. Mais José Antonio les retient, José Antonio leur interdit de se venger. Il affirme que nous ne sommes pas venus pour être un parti d'assassins ou de criminels, n'est-ce pas? Il faut aussi préciser que la droite, surtout via ses organes d'expression, fondamentalement, le journal ABC encourage la phalange à répondre aux crimes qu'elle subit dans ses rangs. Comment ça? Explique-moi, qu'est-ce que tu veux dire? Comment ça, il encourage? Par des gros titres tendancieux ou... Par des articles? Par exemple, lorsque la phalange est née, la phalange a été fondée avec de l'argent que l'on peut dire provenir de milieux d'extrême droite. Et ils veulent que la phalange soit une sorte de groupe de casseurs. Ils ne veulent pas que ce soit un groupe de représailles. Le muscle, non? Oui, d'accord. C'est-à-dire, oui. Tu m'attaques, j'envoie mes phalangistes. C'est ça, d'accord. Ils veulent que je sois les gros bras de la droite. Ils veulent que je sois ça, effectivement. Mais José Antonio refuse que ce soit ça. José Antonio a une position idéologique et il dit non, 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 non. Nous n'allons pas devenir cela. Nous ne sommes pas l'avant-garde des autres, mais nous sommes un corps entier et nous avons une doctrine. Et José Antonio développe, pendant plus de 2 ans, cette doctrine phalangiste. Cela le distingue totalement des groupes de droite et d'extrême droite. La phalange, pour cela, entre autres choses, se retient. Parce que José Antonio a un sens de la vie profondément humain. Et il ne veut absolument pas suivre la voie du crime, même s'il en souffre personnellement. Et la phalange, comme je le dis, retient ses représailles. Que se passe-t-il? En juin 1934, je crois, le 10, un assassinat particulièrement cruel et brutal a eu lieu. Dans la maison de campagne, il s'agissait d'un jeune phalangiste de 18 ans, Juan Cuellar Bueno. Pour résumer très brièvement, ce garçon, accompagné de 2 amis, se promenait dans la maison de campagne. À la maison de campagne, les jeunesses socialistes se rassemblaient le dimanche pour leur célébration. Certaines de ces activités étaient un poste militaire, car les jeunesses socialistes formaient des groupes de paramilitaires encadrés par des officiers de l'armée et de la police. Eh bien, en passant par là, les jeunesses socialistes chantaient l'Internationale, et eux, logiquement, n'y ont pas prêté attention, ils n'ont pas levé le poing et n'ont pas chanté l'Internationale. Et alors, ils ont été interpellés par certains des participants qui leur ont dit « Et vous, qu'est-ce qui se passe? Vous ne chantez pas l'Internationale ?» C'est parce que vous êtes de la Confédération nationale du travail des anarchistes qui ne chante pas l'Internationale. Ils ont répondu « Non, phalangiste ». Imagine la situation. Eh bien, alors ils l'ont attrapé, surtout ce garçon. À Cuellar, ils lui ont littéralement donné une raclée à mort, ils lui ont fracassé une cruche de vin sur la tête, ils lui ont détruit la tête et une insigne. Une militante socialiste très connue, Juanita Rico, il paraît qu'elle a dansé autour du cadavre et en relevant sa jupe, elle a uriné sur le crâne écrasé de Cuellar. C'est pour cette raison que, ceci... Tout cela est documenté, n'est-ce pas? Moi maintenant, Et j'y vais tout de suite et je le cherche. Le meurtre du jeune Cuellar et tout cela apparaît.
Eh bien, en fait, ensuite, les phalangistes se sont vengés de ce qui s'était passé et ont tué Juanita Rico alors qu'elle revenait de la Casa de Campo, dans la zone des boulevards de Madrid, au centre de Madrid, dans la zone qui va de Marqués de Urquio, Alberto Aguilera, Carranza, jusqu'à Genova. Ils l'ont attendu là-bas et ont tiré sur le groupe de socialistes qui passaient par là, n'est-ce pas? Et l'une des victimes fut Juanita Rico. Plus tard, Raphaël Alberti écrirait une composition pour Juanita Rico. C'est-à-dire, vous voulez dire que c'est un fait historique? Putain, absolument historique. C'est là. C'est dur, hein? Quelle tension, et comme c'est terrible que cela arrive entre quelque chose de terrible. Terrible. Eh bien, ils ont fini par tuer un gamin, qui je crois s'appelait Jésus Hernandez, un garçon de 15 ans parce que les phalangistes étaient très jeunes. Certains étaient littéralement des enfants, non? Eh bien, dans cette situation que je racontais pour expliquer ce que tu m'as demandé, il y a eu 11 assassinats sans qu'il y ait de réponse. Depuis les rangs de l'ABC, depuis les pages de l'ABC et de quelques autres journaux de la droite conservatrice. On incitait la phalange à exercer des représailles. Et par exemple, on disait que le sigle phalange espagnol, qui correspond à phalange espagnole, signifiait en réalité pompe funèbre espagnole. Parce qu'ils étaient toute la journée à des enterrements. Et c'était vrai. José Antonio était connu dans les milieux de droite sous le nom de Juan Simón, le fossoyeur. C'était le personnage d'une copla, d'une chanson qu'on chantait à l'époque. On se moquait de la phalange qu'on appelait aussi le franciscanisme espagnol, non? Les franciscains sont réputés pour leur pacifisme, leur amour de la nature, des oiseaux et des pauvres, n'est-ce pas? Alors, on avait cette image, on faisait ces blagues, disons, ces plaisanteries à propos de la phalange, hein, parce que la phalange ne répondait pas aux assassinats. Cependant, t'as pas dit à partir de juin 1934? Oui, à partir de là. Et il y a des déclarations De José Antonio Primo de Rivera, lorsqu'il décide enfin de répondre. Non, en réalité, José Antonio, comme je l'ai dit, en raison de son opposition à ce type de représailles, a été contredit au sein du parti. Beaucoup de gens se sont opposés à lui. Et ce qu'il a fait, c'est s'abstenir de participer aux activités de ce qu'on appelait la phalange du sang. Mais il n'a donné aucun ordre, aucune représaille. On sait que par la suite, il a même empêché qu'on assassine Largo Caballero. Il rendait visite à sa femme à l'hôpital car elle était gravement malade. Et il y avait un plan de certains phalangistes en connivence avec un médecin pour profiter de la visite de Largo Caballero et le tuer. Largo Caballero, logiquement, était toujours escorté par des hommes armés, des socialistes, et il était difficile d'en finir avec lui, hein, n'est-ce pas? Ça se fait. Oui, ça aurait été une fusillade, mais Bien sûr, dans un hôpital où il allait entrer seul pour voir sa femme, c'était donc beaucoup plus facile de le faire. Et on sait que José Antonio a retenu cette représaille et leur a absolument interdit de le faire. Parce que c'était, en fin de compte, un acte de terrorisme absolument exécrable, n'est-ce pas? Profiter du fait qu'il aille voir sa femme à l'hôpital, non? Oui, José Antonio n'a jamais autorisé de représailles, même s'il est arrivé un moment où il a détourné le regard pour ainsi dire. Enfin, il a dû permettre et consentir à leur tenue car une action terroriste permanente visait la phalange. Il faut aussi dire que José Antonio, dans la rue Altamirano à Madrid, dans le quartier d'Arguelles, une rue qui débouche sur la rue Princesa, tout près de là, il a aussi été la cible de tir de la part de pistoleros. On ignore s'ils étaient socialistes ou anarchistes, le doute subsiste. Pour le tuer, José Antonio est sorti de la voiture. José Antonio était armé, il est sorti de la voiture et a échangé des tirs avec eux, les mettant en fuite. Mais je veux dire qu'ils ont aussi essayé de le tuer. C'est-à-dire que ce n'étaient pas seulement les militants de base, pour ainsi dire. Tout cela est très bien raconté par un hagiographe de José Antonio, qui est Philippe Ximénez, ou qui fut Philippe Ximénez de Sandoval. Il le raconte aussi dans Homme Made in Moscou. Enrique Castro Delgado, qui était l'un des principaux dirigeants du Parti communiste d'Espagne. Ce sont des faits vérifiés. Quelle était l'ambiance? L'atmosphère de terrorisme et de violence politique en Espagne à cette époque? C'est vrai des deux côtés, mais de manière très inégale et avec des responsabilités différentes. d'accord, je comprends parfaitement. Alors, quel est le lien entre la phalange et le général Francisco? Parce que bien sûr, François, oui. oui, François Franco Bahamonde. Avant d'aborder la relation entre la phalange et François, c'est surtout cela qui m'intéresse. Comment a-t-il été possible que le camp national gagne la guerre? Quand il y a vraiment une phrase d'Indalecio Prieto qui dit «
Même si votre courage atteignait le légendaire, vous ne pourriez jamais gagner. Ils n'avaient pas d'industrie, ils n'avaient pas d'agriculture, ils n'avaient rien, et pourtant ils ont fini par gagner. À quoi penses-tu que tout cela était dû? J'aborde d'abord José Antonio. Franco, lui, n'était pas phalangiste? Par conséquent, son œuvre politique n'a qu'un rapport relatif avec la phalange. La partie la plus sociale du régime de Franco, non? Oui, dit Pralice. Oui, elle porte un sens idéologique phalangiste et il nommait toujours des phalangistes au ministère à vocation sociale. N'est-ce pas, Samba? Par exemple, tout ce qui concernait la sécurité sociale, le ministère du Travail ou du Logement. Tout cela était normalement entre les mains des phalangistes, c'était inspiré par la doctrine sociale de la phalange, n'est-ce pas? Mais Franco n'a jamais été phalangiste, c'était juste un conservateur, monarchiste, catholique et surtout militaire. Ce sont sans doute ces traits qu'il définissent le mieux, n'est-ce pas? José Antonio, en revanche, n'était pas conservateur. Il avait un immense respect pour l'armée, mais il avait beaucoup de doutes quant à la capacité politique des militaires. Il l'a dit à de nombreuses reprises. Et sa relation avec Franco était très limitée. Il a une lettre qu'il écrit à Franco en 1934, appel à une action préventive de l'armée. Parce que l'Espagne prend une dérive révolutionnaire qui va très mal finir, et ce qu'il cherche, c'est justement d'éviter que ça finisse mal. Mais Francisco ne tient pas compte de ce que lui écrit José Antonio. Et ensuite, ils se voient en janvier 1936. Se voit-il en personne chez lui? Non, il se voit chez Serrano Suñer. Ramón Serrano Suñer, qui fut ensuite ministre de l'Intérieur, puis des Affaires étrangères, avec Franco après la guerre. Serrano Suñer, c'était bien ça? Beau-frère de Franco? Il était marié avec une sœur de la femme de Franco, oui. Et en même temps qu'il était le beau-frère de Franco, il était l'ami intime de José Antonio. Ils avaient étudié ensemble, ils avaient ensuite été au Parlement ensemble, et donc ils étaient des amis très 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 proches, n'est-ce pas? Il se retrouve donc chez Serrano qui souhaite qu'il fasse connaissance. José Antonio conserve une mauvaise opinion de Franco. Pourquoi? Eh bien, parce que José Antonio pousse Franco, et en général les militaires, mais surtout dans ce cas Franco, à faire un coup d'État préventif. Qu'il fasse un coup d'État précisément pour éviter une guerre, pour empêcher que la gauche révolutionnaire ne prenne le pouvoir. Disons que c'est le seul qui voit et qui annonce bien à l'avance que la dérive de la société espagnole va finir ainsi. Les élections du 30 février honnêtes ou truquées seront gagnées par la gauche. Comme on le sait, elles l'ont été de façon malhonnête. Tout cela doit être évité, il faut y mettre fin. Et quand il somme Franco de faire quelque chose, en tant que militaire, Franco esquive le sujet. Franco évite le sujet et préfère aborder des questions militaires. À parler précisément de l'excellence d'un canon d'infanterie français de 75 mm. Donc cela n'a aucun rapport avec leur sujet, non? José Antonio a donc une mauvaise opinion de Franco, non? Il dit à Serrano, « Mon père, Miguel Primo de Rivera, n'est-ce pas? Le général qui s'était prononcé en 23 à Barcelone. Mon père, avec tous ses défauts, était un homme humain, et c'était en fin de compte un homme estimable, et tout ça. » Il dit, « Mais ces gens-là, il dit avec eux, on n'ira nulle part. » Il en donne une mauvaise image de « Oh, c'est la seule fois qu'on le voit. » Et une chose. Si je me trompe, corrige-moi, Fernando. Que Franco évite jusqu'au dernier moment de se soulever. C'est-à-dire, il ne voulait pas faire partie d'une guerre, là. Il ne voulait pas traverser parce qu'il était en Afrique. Il ne voulait un conflit civil sous aucune circonstance. Est-ce que c'est vrai? Absolument, Franco. Pour le dire, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais Franco est le dernier à se soulever en Espagne. Ici, tout le monde s'est déjà soulevé, dit-il. San Giorgio s'est soulevé, tous se sont soulevés avant lui, les socialistes, les communistes, les anarchistes. San Giorgio, ici, tout le monde s'était déjà soulevé. La phalange, les carlistes, rénovation espagnole, tous avaient prévu un soulèvement, sauf la Confédération espagnole des droites autonomes, toutes les autres forces politiques, sans exception. Et une question. Pourquoi avait-il tellement peur de la figure de Franco? Pourquoi Franco, même au sein de l'armée, soulevé, comment le regardait-il, lui? Écoute, on a besoin de toi. Je crois que certains socialistes disent de se méfier de Francisco Franco. Oui, pourquoi Franco?
C'était le général que l'un craignait le plus et que l'autre admirait le plus. Pourquoi est-il la figure centrale de toute la guerre? Parce que c'est le militaire le plus prestigieux et un héros de guerre. C'est que Franco a pratiquement toutes ses promotions grâce à des mérites de guerre, à l'exception d'une seule. Lieutenant-colonel nommé pour commander la Légion, car un lieutenant-colonel doit diriger un drapeau de la Légion en tant que commandant. Peut-être y en a-t-il un autre, mais la plupart de ses promotions viennent de ses mérites de guerre. C'était un homme au prestige immense dans l'armée et d'un courage personnel remarquable. Franco, cela est raconté par Arturo Barea qui est communiste. Il n'est pas suspect dans sa trilogie La forge d'un rebelle. Il raconte comment Franco, en Afrique, Franco lui-même a toujours dit de lui-même « Je ne me comprendrai pas sans l'Afrique », n'est-ce pas? Franco semait la peur chez l'ennemi, chez les morts. Voilà Franco qui arrive. C'était un cri de terreur pour les Morses. Et il y a l'inverse, pour les Espagnols qui combattaient en Afrique du Nord, c'était une raison de résister même dans des situations désespérées. Le fait que Franco vienne, Franco au combat, gardait un sang-froid extraordinaire, intact, et son courage, comme je l'ai dit, était universellement reconnu. Vois tout ce qui est tombé contre Franco ces dernières décennies, de toute nature. Et il y a une chose que personne ne lui a jamais niée, c'est son courage au combat. À ma connaissance, personne ne lui a encore nié son courage au combat, même si tout reste possible vu la situation. Cela a été universellement reconnu. Et Arturo Barea raconte un épisode dans lequel un soldat voulait tuer Franco dans le dos lors d'un combat. Un soldat espagnol. Pourquoi? Eh bien parce que les militaires enfin les plus courageux, comme dans le cas de Franco, menaient eux-mêmes les attaques. Ils n'envoyaient pas les autres mourir en restant à l'arrière, non? Les lieutenants et les capitaines menaient les attaques et Franco menait cette attaque. Les soldats dirigés par un officier courageux savaient qu'ils risquaient davantage de mourir que les autres. Parce qu'ils allaient lancer plus d'assauts, parce que ces assauts allaient être plus frontaux. Bon, alors un soldat essaie de tuer Franco, et quand il va lui tirer dans le dos, pour une raison quelconque, Franco se retourne vers lui. C'est Arturo Barea qui le raconte, je répète. Et ce soldat était resté absolument immobile, incapable de tirer sur Franco. Franco a simplement refusé de... Disons, il s'est contenté, simplement, de le regarder. Et on disait que le regard de ce Franco était un regard qui te glaçait le sang. C'est-à-dire, personne n'osait rien faire. Il y a un film français de 1935, si je me souviens bien, La Bandera, ça s'appelle. C'est un film français et c'est un film magnifique sur la Légion espagnole. Ce qui est très curieux, parce qu'ils ont une légion, la Légion étrangère française. Le film parle de la Légion espagnole, pas de la Légion étrangère française. Et dans ce film, il y a une scène où un soldat va tuer un officier. Mais il va le tuer, non pas au combat, mais dans les rues d'une ville marocaine. La nuit, il attend que cela se termine, disons, d'être dans un bar, dans une sorte de bar ou de bistrot, et tout ça. Tout le monde part, sauf le soldat qui veut tuer l'officier et reste en dernier. L'officier sait que le soldat veut le tuer. Il attend aussi que tout le monde parte, et à un moment donné, l'officier se lève et s'en va. Et alors le soldat le suit sur le chemin de la caserne, il le suit de près, en pensant à s'il doit le tuer ou non, mais finalement il n'ose pas le tuer. Alors arrivé à la caserne, l'officier demande « Qu'est-ce que vous donnez ?» Je cite de mémoire, et cela remonte à de nombreuses années. Je peux me tromper sur un détail, mais l'idée est « Qu'est-ce que vous donnez ?» Arrêté? Il dit 2 fois arrêté. Il dit à la première pour avoir dit que j'allais me tuer, et la deuxième pour... Ne pas l'avoir fait. Et c'est un remède, disons. C'est une situation analogue à celle que je viens de décrire. De Franco. Franco, comme je l'ai dit, était reconnu pour son courage et jouissait d'un grand prestige dans l'armée. Ce n'était pas seulement le courage personnel et les énormes lacunes de formation qui existaient dans certains cas. Les militaires espagnols étaient en réalité bien plus cultivés qu'on ne le pense, même alors. Mais bon, c'était le prestige qu'il avait dans l'armée. Il avait aussi été chef d'état-major et dirigeait depuis Madrid les opérations menées dans les Asturies lors de la Révolution d'octobre 1934, quand la gauche dans son ensemble se soulève contre la République, parce que c'est la gauche qui se soulève contre la République. Et Franco, effectivement, comme tu l'as bien dit,
ne veut pas se soulever. Franco alerte même Azaña en lui disant que soit il arrête la dérive révolutionnaire du pays, soit quelque chose se prépare contre le gouvernement. D'une certaine manière, il avertit Azaña. Oui, que les militaires ne sont pas du tout satisfaits de ce qui se passe, les militaires ni la moitié de l'Espagne. Que c'est insupportable, qu'ils ne peuvent pas le supporter. Des assassinats politiques continuent, des fins militaires, des milices armées de la gauche. Des attaques contre les églises allées par dizaines et centaines, des incendies d'églises, des agressions permanentes contre les catholiques, contre les prêtres, etc. Franco alerte Azaña à ce sujet et Franco reste sans se joindre. Il ne prend pas part à la conspiration pour le coup d'État et Franco non plus ne s'y joint. Jusqu'à ce qu'il apprenne l'assassinat de José Calvo Sotelo, qui était de facto le chef de l'opposition aux Cortes. Le 13 juillet 1936, 5 jours avant. Jusqu'alors, Franco ne s'est pas encore soulevé. Parce qu'il y a un risque, à travers un coup d'État, que cela débouche sur une guerre civile. Franco est convaincu que cela va déboucher sur une guerre civile, et c'est la raison pour laquelle Franco ne veut pas se joindre au mouvement. Mais il comprend qu'à un moment, il n'a pas d'autre choix. C'est pourquoi il se révolte. Alors, le camp national se soulève. San Giorgio, Emilio Mola, n'est-ce pas? Et de nombreux autres généraux aussi opposés à la démocratie, contrairement à ce qu'on prétend. Tu as déjà expliqué que ce n'était pas la Seconde République. Pourrais-tu me la citer? Il est important de dire une chose. L'un des grands mythes et l'une des grandes fausses idées dont tu me parlais au début. C'est justement cette interprétation non seulement abusive, mais absolument fausse entre démocratie et Seconde République. La Seconde République n'apporte pas la démocratie en Espagne. Le système était démocratique, sauf durant la période Primo de Rivera. Il reste démocratique. Depuis 1890. En Espagne, il y a une loi qui est introduite, qui est incorporée à la Constitution de 1876, que l'on peut dire qu'elle approuve. Je ne trouvais pas le mot, pardon. Le suffrage universel, bien sûr, masculin, comme partout ailleurs à cette époque, il est masculin. Par conséquent, en Espagne, il y a une démocratie comprise dans ce contexte, il y a une démocratie depuis bien plus longtemps. C'est-à-dire que ce n'est pas la Seconde République qui apporte la démocratie. La République est, au contraire, à bien des égards, un système qui limite la démocratie. Il y avait une censure féroce, absolument féroce. Il y avait des journaux qui sortaient littéralement vierges, uniquement avec des annonces. Seulement, la partie publicitaire était présente, et en plus, c'était marqué, visé par la censure. Il n'était pas permis de publier des journaux ayant des opinions différentes. Ils se réfugièrent derrière l'idée de ne pas nuire à la République. Et puis, il y avait une loi, en fait deux, une loi de défense de la République qui a été adoptée en 1933. Ensuite, la loi d'ordre public, qui est une loi permettant au gouvernement d'agir à sa discrétion. En dehors des tribunaux, ce n'est pas un état de droit à proprement parler, en dehors des tribunaux. Et en fait, en Espagne, pendant la période de paix de la République, je ne parle pas de la guerre, je ne fais pas référence à la guerre, mais à la période de paix. En Espagne, il existe 4 camps de concentration, ce qui est quelque chose de très peu connu. Un camp de concentration à Burgos, un autre à Alcalá de Henares, un à Puerto de Santa Maria, un autre sur l'île d'Annobón. Annobón était une île du territoire de la Guinée équatoriale africaine, appartenant à l'Espagne. Une île qui est très éloignée et une île qui était abandonnée de la main de Dieu, comme on dit. Eh bien, dans ces camps de concentration, allaient des personnes qui étaient condamnées à titre préventif. Parce qu'on appliquait une loi qui n'était pas celle de Franco, comme beaucoup de gens le disent. Et il continue de répéter que c'est une loi de 1933, la loi sur les vagabonds et les malfaiteurs. Cette loi n'est pas de Franco, cette loi est d'Isana. Bon, selon la loi, je jurais que... Cette loi était de Franco. Un autre mythe, bien sûr, c'est une loi approuvée par Isana, le gouvernement Isana. Et ce n'est pas seulement le gouvernement Isana qui l'approuve. On estime qu'environ 4000 Espagnols ont été envoyés discrétionnairement, arbitrairement, dans des camps de concentration. Et en fonction de cette loi sur les vagabonds et les malfaiteurs, pourquoi? Quel type d'Espagnols étaient-ils? Eh bien, par exemple, des alcooliques, des proxénètes, ce qu'on appelait des proxénètes, des personnes liées au monde de la prostitution. Ou enfin des bas-fonds, parmi lesquels il y avait d'ailleurs un nombre significatif d'homosexuels. C'est-à-dire qu'ils les mettaient aussi dans des camps de concentration.
et ce que nous appellerions aujourd'hui des chômeurs de longue durée qui étaient inscrits dans la loi comme tels. Quelqu'un qui, comme on disait à l'époque, n'avait ni métier ni revenu. Connus. Ils étaient envoyés dans des camps de concentration sous la Deuxième République. Par exemple, le problème de la République et le problème de l'échec de la République. Cela s'est produit parce que ce n'était pas une république démocratique, ni une république pour tous les Espagnols, c'était une république pour les républicains. Santos Julia, qui est un historien récemment décédé, très proche du Parti socialiste ouvrier espagnol, n'est pas un franquiste dangereux, ni rien de semblable. Santos Julia dit que les républicains se sentaient légitimés à gouverner la République, indépendamment de ce que disaient les urnes. C'est pourquoi, lorsque la droite gagne les élections le 19 novembre 1933, la gauche n'autorise pas la droite à gouverner. Et c'est pour cela qu'ils se soulèvent. Eh bien, ils font une multitude de tentatives pour empêcher le gouvernement de droite. Ils vont même jusqu'à demander la répétition des élections. Regarde pourquoi ils demandent la répétition des élections. Parce que la loi électorale est injuste, dit la gauche, et c'est une loi électorale qu'ils avaient eux-mêmes créée. Bien sûr, mais c'est exactement ainsi. Alcalá Zamora le dit dans ses mémoires, et quand il les ignore et refuse, il ne dissoudra pas les Cortes ni ne convoquera d'élections, car une majorité parlementaire permet de former un gouvernement. C'est alors qu'ils passent à la rébellion en octobre 1934. Ils disent « par la voie pacifique, sinon par la force ». Le problème de la République était son sens patrimonial. La République leur appartenait, et donc personne d'autre ne pouvait gouverner la République si ce n'étaient pas les partis républicains de gauche. C'est l'une des causes, peut-être la cause fondamentale de toute cette histoire. Je dis donc qu'il faut distinguer l'idée démocratique de l'idée républicaine. Non, ce n'est pas la même chose. Et comme je le dis, à bien des égards, la République a été une limitation des libertés démocratiques, et dans de nombreux cas, même en ce qui concerne la liberté d'expression. Comme nous l'avons dit, à travers la presse ou à travers des manifestations publiques qui étaient interdites lors de la phase finale de la Seconde République. Après les élections de février 1936, la fermeture systématique des médias de presse qui n'appartenaient pas au Front populaire, disons de droite, de façon générale, ainsi que la fermeture des sièges politiques. De tous les partis hors Front populaire, voilà la situation. C'est pourquoi cette identification est absolument fausse, n'est-ce pas ? Nous ne pouvons pas identifier la démocratie avec la République, ni non plus la démocratie avec les autres, avec ceux qui se sont soulevés, et avec les nationaux, bien sûr. Mais pas non plus avec la Seconde République, et encore moins avec le camp républicain pendant la guerre civile. Je comprends parfaitement. Maintenant, j'aimerais entrer un peu dans le sujet de la guerre. Quelle phrase Indalecio Prieto du camp insurgé a-t-il prononcée? Et comment? Finalement, était-ce l'inverse? Pourquoi? Quelles en sont les causes? Quelles ont été les causes? En août 1936, le 8 août, 20 jours après le soulèvement, à Radio Madrid, Indalecio Prieto s'adresse à son public comme il est naturel, en disant que les insurgés n'ont aucune chance de l'emporter. Il résume la situation et déclare, dans une guerre moderne, l'essentiel, c'est l'industrie, toute l'industrie est avec nous. Et c'est la vérité. Madrid, Barcelone, Valence, Ambisqué, Asturias. Il était resté du côté du front. De plus, le gouvernement d'Espagne bénéficiait de la continuité et de la reconnaissance internationale, contrairement aux autres qui devaient la chercher ailleurs. De plus, il possédait la meilleure agriculture. Il est bien vrai que l'agriculture extensive de céréales se trouvait bien en Castille, surtout la zone nationale, mais l'agriculture la plus productive. Les potagers se trouvaient dans la zone du Front populaire. Ils contrôlaient la Banque d'Espagne, essentielle car elle détenait les 4e réserves d'or mondiales. Du monde, surtout grâce aux bénéfices qui avaient été obtenus par le commerce pendant la Première Guerre mondiale. Et en grande partie, ils étaient en privé, bien sûr. Enfin, il avait tout, y compris la majeure partie de l'armée. Peu de gens savent que presque tous les généraux ont soutenu la République, et non les nationalistes. Les nationalistes se sont rebellés, surtout les officiers. Plus on descendait dans la hiérarchie des officiers, plus ils se révoltaient. On débute sous-lieutenant, puis lieutenant, capitaine, commandant, lieutenant-colonel, colonel.
Donc, il y avait plus de lieutenants que de capitaines que de commandants, plus de commandants que de lieutenants-colonels, et plus de lieutenants-colonels que de colonels, et beaucoup plus de colonels que de généraux. La plupart des généraux se sont rangés du côté du gouvernement, mais il faut dire que la garde civile, on estime à 52%, s'est aussi rangée du côté du gouvernement. Et la garde civile a été fondamentale pour l'échec du coup d'État. Parce que le coup d'État a échoué dans les endroits non pas où les milices se sont mobilisées. Tout cela est un autre des mythes, mais là où la garde civile ne s'est pas jointe à la rébellion. Ville par ville. La garde civile a été essentielle pour déterminer de quel côté irait le pouvoir et qui triompherait. Ils avaient la majeure partie de la République, de l'aviation et de la marine, et l'armée était divisée en deux. Côté effectif, ils avaient tout. Les insurgés, rapidement connus sous le nom de nationaux, n'avaient qu'un seul atout. Et c'était l'armée d'Afrique, environ 32 000 hommes qui constituaient les meilleures unités de l'armée espagnole. Bien sûr, Oui, car ils avaient l'air de plus d'expérience, avaient déjà combattu et étaient les guerriers. les légionnaires et les réguliers. Milian Astrey était avec Franco tout ce temps, non? Oui? Ce qui se passe, c'est que Milan Astrey, à ce moment-là, eh bien, il était là. Ce n'était plus le même Milan. Milian Astrey? Décennies auparavant, peut-on dire, n'est-ce pas? Il était à la retraite. Ensuite, il a été employé dans des tâches de propagande. On ne lui a pas confié le commandement de troupes pendant la guerre. Mais oui, effectivement, n'est-ce pas? Il y a donc la Légion et les réguliers, c'est-à-dire les meilleures unités de l'armée espagnole, et de loin. C'était vraiment leur seul atout, mais ils se trouvaient en Afrique du Nord. Dans quelle mesure cela pouvait-il influencer les événements? Seulement s'ils débarquaient dans la péninsule. C'était la seule possibilité. Traverser le détroit? Comment traverser le détroit alors que la majeure partie de la marine est aux mains du gouvernement? Comment? Par un pont aérien, exactement. Franco a ainsi créé le tout premier pont aérien mondial. C'est aussi quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais Il y a un mythe qui dit que sans les nazis et sans les fascistes italiens, Franco n'aurait jamais traversé, que ce sont eux qui leur ont tout prêté et que le succès de la campagne des insurgés est dû à l'aide internationale. Seul Franco, avec ses ressources, a réussi à traverser le détroit. les premières unités passant sans l'aide de personne, elles passent par leurs propres moyens. Par la suite, des avions de transport allemands et italiens viennent les aider. Il faut se rappeler que la traversée du détroit se fait de juillet à octobre. En octobre, des unités passent encore. Mais la situation est sauvée sans aucune aide, aucune pour l'instant. Le convoi de la victoire, organisé le 5 août, fut une opération audacieuse pour transporter de nombreuses troupes. Jusqu'ici, ils arrivaient au compte-gouttes. Et ils l'ont fait avec des moyens espagnols. C'est-à-dire que c'est aussi l'un des grands mythes. Autrement dit, Quel jour exact la guerre est-elle déclarée? elle éclate dans le nord de l'Afrique le 17 juillet après-midi à Melilla. Des mouvements de troupes ont lieu au Sahara, Rios Capapé, dès le 16. Ils sont sans importance, sans impact et rarement pris en compte par l'histoire. Pourtant, à Sdain, ils existent et se produisent même le 16. Le 17, c'est là que le soulèvement commence vraiment en Afrique du Nord. Et il se généralise. Et c'est pourquoi le 18 juillet est toujours considéré comme le jour du début de la guerre. Et y a-t-il? Une déclaration de guerre? Non, il n'y a pas de déclaration parce que c'est une insurrection. Ce qui se passe, c'est que dans la plupart des garnisons d'Espagne, les militaires se prononcent dans un sens ou dans l'autre. Beaucoup restent dans le doute. Ce sera aussi l'une des raisons de l'échec du coup d'État dans de nombreux endroits. Et il y en a d'autres qui se lancent résolument dans la rébellion. Certains étaient impliqués dans la conspiration, d'autres s'y joindront à la dernière minute, ou à qui on le notifie même lorsque le soulèvement a déjà eu lieu. Alors, avec la situation qu'ils avaient, comment cette victoire a-t-elle eu lieu? Tout le monde sait que le camp républicain a perdu la guerre. Pourquoi? Pourtant, tout semblait leur réussir. Eh bien, tout simplement parce qu'ils n'ont pas su tirer parti des ressources qu'ils avaient. Les uns ont su, pour ainsi dire, extraire du pétrole de sous les pierres, tandis que les autres ont gaspillé l'énorme avantage qu'ils avaient. C'est l'une des causes principales. L'autre est la division dans une zone et l'unité dans l'autre. Dans la zone républicaine, dans la zone du Front populaire, c'était extrêmement hétérogène. Nous devons faire un résumé très court de la question, aussi bref que possible.
Nous avons les républicains de gauche, le groupe de Azaña, on peut dire. D'un côté, nous avons le Parti socialiste. À son tour, divisé en deux grands groupes, les réformistes, plus petits, et les révolutionnaires, les bolchevisés, plus nombreux, même si un troisième groupe existait presque. Nous avons deux forces communistes distinctes, le Parti communiste d'Espagne et le Parti ouvrier d'unification marxiste, une force communiste, le Parti communiste d'Espagne. Obéissant à Moscou, orthodoxe, disons, dans son marxisme pro-soviétique, et une force bolchevique, le Parti ouvrier d'unification marxiste, mais qui était opposé à Moscou, c'est-à-dire des communistes, disons hétérodoxes, pour que l'on se comprenne. Nous avons aussi des anarchistes, nous avons aussi des anarcho-syndicalistes, nous avons aussi des nationalistes basques, nous avons aussi des nationalistes catalans, également deux groupes. Regarde, les nationalistes basques, par exemple, sont très religieux, extrêmement conservateurs et racistes, et ils sont aux côtés des anarchistes et des communistes. Donc imagine le tableau. Le nationalisme catalan, à son tour, est divisé en deux grands groupes. Un groupe conservateur, la Liga Regionalista, et un autre de gauche républicaine. Eh bien, la Liga Regionalista se range du côté de Franco, à tel point que, en grande partie, le Parti nationaliste basque aussi, à tel point que le premier service de renseignement qui existe en Espagne, dans l'Espagne nationale, s'appelle le service d'information du front nord de l'Espagne, et c'est le service de renseignement du nord de l'Espagne. Financé par Francesc Cambó, chef catalaniste de la Liga Regionalista catalane. Et au sein du Parti nationaliste basque, il y en a beaucoup, une grande partie du Parti nationaliste basque se range aussi du côté de Franco, et en Álava et en Navarre. Parce que, Il refusait une révolution marxiste. et ça, Aujourd'hui, s'il y avait des indépendances possibles, ils finiraient par s'entretuer. Il y a Bildu et le Parti nationaliste basque qui n'ont franchement rien à voir. Mais c'est un autre sujet. pardon, mais ça a beaucoup à voir, ça a vraiment beaucoup à voir, non? Donc évidemment, les tensions sont énormes. Certains veulent le communisme libertaire, d'autres une société syndicaliste, etc. De plus, la Confédération nationale du travail venait de tenir en mai 1936 son congrès confédéral à Saragosse, où elle avait exposé sa vision du monde futur. C'est très intéressant vraiment d'un point de vue historique. Certains souhaitaient une révolution bolchevique sous l'influence de Moscou, d'autres une révolution bolchevique indépendante. Opposée à Moscou et sans aucun lien avec elle, le Parti socialiste lui aussi divisé. Les autres étaient des républicains bourgeois. Ils n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Et de l'autre côté, le côté national. S'il y avait une unité, et l'unité, qu'est-ce qui unissait ce camp? Eh bien, tu vois, au départ, c'était le besoin de survivre. Ils étaient presque tous. Chrétiens catholiques, n'est-ce pas? Oui, mais Ceux qui se révoltent agissent. Comme l'a dit l'historien Stanley Payne, il arrive un moment où il juge plus dangereux de ne pas se révolter. Il se révolte donc, évidemment. Parce qu'il voit, n'est-ce pas, puisque les choses auxquelles ils croient, ou les choses qu'ils veulent, sont en danger. Leur vie est en danger. Ainsi, ils soutiennent la rébellion militaire lorsqu'elle devient une guerre civile après l'échec du coup d'État. De l'autre côté, on trouve les monarchistes alphonsins, disons les partisans d'Alphonse XIII, qui plus tard, lorsque le franquisme se divisera. Parmi les joannistes et les carlistes, partisans de Don Juan et de son fils Juan Carlos. Il y a des carlistes traditionalistes qui ont aussi à l'origine une idée monarchique. Logiquement, leurs deux derniers prétendants viennent de mourir presque coup sur coup, et ils ne savent pas quelle direction prendre. Ils sont là et ils sont aussi très différents. En principe, différents des monarchistes alphonsins, et ils ont une querelle dynastique entre eux. Donc c'est aussi un fait important. Pour les carlistes, l'essentiel est la conception catholique de la politique et de l'existence. La majorité des conservateurs de la zone nationale partageait-elle la position de Gilles Robles et la Confédération espagnole des droits autonomes, POI. Une base très forte, c'était aussi le bloc national de Calvo Sotelo. Il existe un groupe phalangiste issu de la phalange qui était initialement très petit. Parce que la phalange n'a pas de représentation parlementaire. En février 1936, José Antonio avait déjà été député au corps de 33 à 36. Il figurait sur la liste de l'Union monarchique sans être monarchiste, mais s'était présenté ainsi. En 1936, il se présente comme chef national phalangiste à la tête de la phalange, mais n'est pas élu député. Et qui? La phalange est très petite jusqu'alors, mais à partir de février 1936, la phalange commence à croître avec une force énorme. Pourquoi?
Parce que, comme déjà dit, c'est la seule force combative. Et la situation de la société est tellement tendue, tellement violente, que surtout la droite. Les groupes de droite voient dans la phalange la seule possibilité de faire face à la violence généralisée et déchaînée de la gauche. Alors, la phalange commence à croître avec beaucoup de force dès février 36, mais après l'éclatement de la guerre de juillet 36, la phalange devient la force la plus attractive de toute la zone nationale. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est une force très dynamique et jeune, et donc adaptée au contexte de guerre. Parce qu'elle est très combative et adaptée au contexte de guerre. Et c'est une force. La considère-t-on alors comme la force la plus moderne ? C'est une force liée à d'autres groupes qui triomphent en Europe, de caractère fasciste pour qu'on se comprenne. Bien que la Phalange se définisse comme un parti non fasciste, José Antonio lui-même la définit comme un parti qui n'est pas fasciste. Mais elle entretient une relation avec les forces alors en plein essor en Europe et victorieuse en de nombreux lieux. Et c'est la force la plus attractive de toute l'Espagne nationale. En fait, le nombre de volontaires qui s'engagent dans les unités de la Phalange est le plus élevé de toute la guerre, des deux camps, de toute la guerre. Les carlistes ont aussi un grand nombre de volontaires, mais le nombre de volontaires que fournit la Phalange est plus élevé pour les raisons exposées. Eh bien, tous ces groupes, qui ont aussi des différences entre eux dans la zone nationale, ont été capables, malgré quelques affrontements occasionnels mais très marginaux, de s'unir autour de la nécessité de gagner la guerre. Et une fois la guerre gagnée, on verra ensuite comment doit être l'État, celui qui sortira victorieux de la guerre, mais Il faut gagner la guerre. Et c'est ça le plus important. De l'autre côté, en revanche, on n'avait pas cette idée, loin de là. En fait, il y avait deux grands groupes, pour ainsi dire. D'un côté, ceux qui voulaient d'abord gagner la guerre et ensuite s'occuper de la politique une fois la victoire obtenue. D'autres, au contraire, voulaient d'abord la révolution puis gagner la guerre. Autrement dit, il semble absurde de se consacrer à la révolution ou à une guerre. Oui. Sur le plan théorique, ce n'est pas si absurde. Pourquoi ? Eh bien, parce que si la révolution est supérieure au monde qu'elle détruit, appelons-le de façon générale le capitalisme, pour nous comprendre, si le socialisme est supérieur au capitalisme, alors plus vite nous atteindrons le socialisme, mieux ce sera, parce que nous obtiendrons une supériorité sur le monde capitaliste. Bon, cela pouvait être, entre guillemets, vraisemblable en théorie, mais en pratique, bien sûr, ce fut un désastre absolu. Et dans la zone du Front populaire, la zone républicaine, ce qui s'est instauré, c'était un chaos à tous les niveaux, qu'il a coûté très cher aux autorités de canaliser par la suite, durant les premiers mois de la guerre. Pendant la majeure partie de la guerre, la zone républicaine était surtout marquée par le désordre et le chaos. Enfin, tout avait vraiment un aspect tumultueux, pour ainsi dire. Ce sont ces raisons fondamentales qui lui ont coûté la défaite. La défaite vient surtout des divisions internes de la gauche. Ils ne se supportaient pas entre eux et j'ai appris qu'il y a eu des escarmouches dans le camp républicain. Non, et comme dit précédemment, 2 guerres civiles ont eu lieu dans le camp républicain. Avant les 2 guerres civiles, la première en mai 37, il y avait déjà des affrontements entre groupes dits antifascistes. Jusqu'en janvier 37, c'est-à-dire pendant 6 mois, on estime qu'environ 400 militants antifascistes sont morts des mains les uns des autres. Et c'était des anarchistes et des communistes, des socialistes et des anarchistes et des socialistes qui s'entretuaient entre eux. Il y avait aussi des membres d'Esquerra, de la gauche républicaine, ainsi que des anarchistes et des communistes. Et Luis Companys a constitué beaucoup de gens en Catalogne. Il a présidé la Catalogne et la Generalitat, donc il en a eu un. Mais cet affrontement, jusqu'en janvier 37, où il n'y avait pas encore de confrontation ouverte entre deux forces, entre les groupes de gauche, ce n'était pas encore ouvert. Nous parlons d'environ 400 assassinats. À partir Ensuite, 2 guerres civiles éclatent. Barcelone en mai 37, Madrid en mars 39. 2 guerres civiles à l'intérieur de la guerre civile. Une guerre entre les groupes de gauche, entre ceux qui se disent antifascistes. Autrement dit, les massacres étaient à constant entre eux. Mais en commettaient-ils déjà avant la guerre civile ? Au printemps 36, les affrontements entre les différentes factions du Parti socialiste ouvrier espagnol, du même parti, étaient extrêmement fréquents. Et, dans certains cas, ils se soldaient par des morts. Indalecio Prieto, si je me souviens bien, doit s'enfuir après un meeting, parce que les socialistes radicaux, ceux de Largo Caballero, voulaient le tuer.
Et alors, il a créé un groupe appelé La Motorizada, pour le protéger, lui, principalement contre d'autres socialistes. Il y avait une telle division entre eux. Oh, incroyable. Ce qui m'impressionne, c'est comment on nous raconte une histoire déformée. En réalité, tu n'as cessé de citer des faits, des livres et des auteurs des deux côtés. Je suis vraiment impressionné de voir à quel point notre société s'est laissée tromper. Par conséquent, la loi de mémoire historique, comment la définirais-tu? Penses-tu que c'est une tentative de manipuler ce qui s'est réellement passé pour ainsi imposer un récit et soumettre la société à ce qu'il considère comme correct? Je ne sais pas comment le définir. Comment la... Définirais-tu la loi de mémoire historique? Écoute, Anti, pour commencer, pour le dire comme ça, c'est une vengeance, le fruit d'une rancœur. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas remonter le cours de l'histoire, littéralement, et ce qu'ils font, c'est essayer de la gagner sur le papier, pour ainsi dire. C'est en définitive ce qu'ils essaient de faire. On le voit avec la loi de mémoire historique, la loi de mémoire démocratique, et ce qui se passe dans la vallée des morts. C'est-à-dire, ça, c'est comme ça. Mais en plus, il est inadmissible qu'un Parlement légifère sur une question historique en disant ce qui est vrai et ce qui est faux. Qu'est-ce que nous devons croire et qu'est-ce que nous ne devons pas croire? Et qu'en plus, il impose des amendes pour avoir exprimé des opinions sur l'histoire. C'est de la folie, c'est la Corée du Nord, du totalitarisme. Mais en plus, tu as cette monstruosité qui est absolument inadmissible se produit en la mettant en œuvre. Ceux qui, justement, ont mené le plus d'attaques contre la légalité de la gauche espagnole. La loi de mémoire historique vient du Parti socialiste ouvrier espagnol, n'est-ce pas? Oui. Acteur principal dans les causes. La guerre, d'après ce que tu me dis? Bien sûr, bien sûr. Regarde, à tel point que Madariaga, que je citerai encore tout à l'heure, était républicain. Salvador de Madariaga a écrit que sans une guerre civile au sein du Parti socialiste ouvrier espagnol, la guerre civile espagnole n'aurait pas été possible. Car une cause majeure aussi de la guerre civile espagnole est le tournant pris par le Parti socialiste ouvrier espagnol à l'été 1933. Le Parti socialiste ouvrier espagnol est, dans les premiers gouvernements républicains, le principal soutien parlementaire de ces gouvernements, et il entre dans ces gouvernements. En janvier 1933 survient le massacre de Casas Viejas. Casa Vieja est une petite localité de Cadix dans laquelle les anarchistes se soulèvent, et le gouvernement d'Azaña donne l'ordre de tuer les insurgés. Azaña prononce cette célèbre phrase sur les tirs dans le ventre. Une phrase qu'il adresse au capitaine de la garde d'assaut de la police républicaine, chargé de réprimer cette rébellion. Eh bien, il meurt. La rébellion est réprimée, causant la mort de plusieurs paysans anarchistes et de quelques policiers. Et alors, lorsqu'il y a, disons, un affrontement brutal entre l'anarchisme qui existait déjà depuis longtemps, mais le gouvernement, le Parti socialiste ouvrier espagnol au pouvoir qui le soutient alors, se retrouve... Pardon ? Le Parti socialiste ouvrier espagnol doit choisir entre la classe ouvrière, disons, et continuer à soutenir le gouvernement. Que fait le Parti socialiste ouvrier espagnol? Assurer la gouvernabilité, soutenir le gouvernement ou entrer en résistance. Et le Parti socialiste ouvrier espagnol décide de prendre le maquis. La principale faute revient, sans aucun doute, au Parti socialiste ouvrier espagnol, parce que le Parti socialiste ouvrier espagnol rend impossible le gouvernement d'Azaña, rend impossible la République. Non seulement il rendra la République impossible, mais il se soulèvera aussi contre elle en octobre 1934, les Quefight. J'ai cité tout à l'heure Santos Julia. Et Santos Julia, qui a un livre magnifique, comme le disait un historien socialiste, a un livre magnifique qui s'appelle Madrid, de la fête populaire à la lutte des classes. Il traite de tout le tournant du Parti socialiste pendant ces mois. Et il raconte comment l'Union générale des travailleurs est en train de perdre la bataille face à la Confédération nationale du travail, la bataille pour l'adhésion, la bataille pour la militance. De plus en plus d'ouvriers dans un centre dominé par le socialisme. De plus en plus de gens de la classe ouvrière adhèrent à la Confédération nationale du travail, au détriment de l'Union générale des travailleurs syndicats du Parti socialiste ouvrier espagnol, la Confédération nationale du travail anarcho-syndicaliste. Alors, de plus en plus de gens adhèrent à la Confédération nationale du travail à Madrid, dans un centre essentiel et fondamental pour l'Union générale des travailleurs. Et alors, le Parti socialiste ouvrier espagnol,
Il essaie de ne pas perdre cette base militante à travers un processus de radicalisation. Il essaie de ne pas perdre les travailleurs à travers un processus de bolchevisation, de conversion, disons, au bolchevisme. Donc en ce sens, le Parti socialiste ouvrier espagnol, bien sûr, est un acteur principal de la guerre civile. Et, comme je le dis, comme l'a dit Madariaga, s'il n'y avait pas eu une guerre civile au sein du Parti socialiste ouvrier espagnol, un affrontement permanent entre les deux âmes du Parti socialiste ouvrier espagnol, disons, il n'aurait pas été possible d'avoir la guerre civile espagnole. Si le Parti socialiste ouvrier espagnol était resté fidèle, disons, au soutien du gouvernement d'Azaña, et n'avait pas pris la voie révolutionnaire, il est très probable que la guerre civile ne se serait pas produite. En revanche, ce qu'il fait, c'est bien sûr tout cela qui normalement est caché du regard du public. Tout cela nous donne un bilan véritablement désolant quant à la légitimité du Parti socialiste ouvrier espagnol à faire une loi de mémoire démocratique. En plus, il ne peut pas la faire moralement, intellectuellement, parce qu'on ne peut tout simplement pas imposer l'histoire. En plus de cela, c'est le Parti socialiste ouvrier espagnol qui a mené le plus de coups d'État en Espagne. C'est que le Parti socialiste ouvrier espagnol se soulève en 1917 avec la Confédération nationale du travail à partir d'une grève des cheminots à Valence. Enfin, ils organisent une grève générale. Mais les grèves générales ne sont pas comme celles que nous avons vues plus tard, des grèves générales pour des questions de travail ou économiques. Non, la grève générale est politique et vise à prendre le pouvoir. Voilà une vraie grève générale. Comme je l'ai dit, non, ce n'est pas ce que nous avons vécu ensuite. Le Parti socialiste ouvrier espagnol, l'Union générale des travailleurs et la Confédération nationale du travail se soulèvent. En 1917, ils demandent l'instauration. Eh bien, des cordes constituantes, donc la création d'une nouvelle constitution, l'abolition de la monarchie et le socialisme en 1917. À son arrivée au pouvoir par un coup d'État, Primo de Rivera reçoit le soutien du Parti socialiste ouvrier espagnol et de l'Union générale des travailleurs. Largo Caballero est secrétaire d'État avec Primo de Rivera et l'Union générale des travailleurs socialistes est le syndicat officieux, disons, de la dictature. Avec la fonction principale, du point de vue socialiste, de mettre fin à l'influence de la Confédération nationale du travail, qui était la centrale principale, la plus importante d'Espagne. Et il collabore avec la dictature. Mais c'est ensuite, en 1930, que le Parti socialiste ouvrier espagnol participe au coup d'État mené par les militaires. Un coup d'État militaire à Jaca. Avec le soutien des forces républicaines et du Parti socialiste ouvrier espagnol, un coup d'État raté finit brutalement avec des fusillades. Le Parti socialiste ouvrier espagnol se soulève aussi en 1930, mais il se soulève également en 1934. Quelle légitimité le Parti socialiste ouvrier espagnol a-t-il pour dicter quoi que ce soit ? Aucune loi de mémoire historique ne doit empêcher de parler d'histoire, d'en débattre et d'en discuter, ni d'exposer une vision différente de l'histoire. Pourquoi ? Parce que cette apologie du coup d'État ou du franquisme, ce n'est pas je ne sais quelle histoire. Le fait de parler de ces sujets. Écoutez, je vous le répète, vous n'êtes pas légitimé. Parce que c'est vous qui avez le plus largement employé la violence contre la légalité et contre la légitimité d'un régime politique. Tout au long de l'histoire contemporaine et du XXe siècle. Sans oublier la participation essentielle du Parti socialiste ouvrier espagnol le 23 février. Mais bon, bien sûr que oui. Concernant la mémoire historique et la guerre civile, le Parti socialiste ouvrier espagnol n'a pas la légitimité d'imposer cette loi selon les concepts évoqués, parce que la loi est inacceptable en soi et que le Parti socialiste ouvrier espagnol devrait surtout se taire sur ces sujets. Là, C'est vrai que c'est impressionnant de voir comment le Parti socialiste ouvrier espagnol a gagné ce récit et cela m'intrigue vraiment beaucoup. Quel est ton avis sur ce qu'il fait? Comment est-ce qu'on peut inverser la situation? Comment peut-on mettre cela sur la table? Et l'histoire n'est pas comme on nous l'a dite, ni exactement comme nous te la racontons. Simplement, aie la liberté de chercher par toi-même ce qui s'est réellement passé. Si tu ne comprends pas d'où tu viens, il est très difficile de savoir où tu vas. Effectivement. surtout, regarde, il y a quelque chose que je trouve regrettable. Et c'est que nous ne pouvons pas aborder l'histoire. En réalité, nous ne devrions aborder aucune activité. Mais bien sûr, en aucun cas l'histoire. Disons comme un affrontement entre les bons et les méchants, entre deux Espagnes. Car cela en soi est l'échec de la nation. La nation a besoin d'unité, pas de division ni de fragmentation. Et encourager ce type d'idée, disons, est profondément nuisible. Je viens d'une famille, des deux côtés, avec quelques exceptions, qui a été en guerre, et ils étaient dans le camp.
Comme il disait, et comme il le disait, je le dis aussi, dans le camp rouge, parce qu'il se qualifiait de rouge, sans aucun problème. La famille d'un de mes grands-pères était narco-syndicaliste. L'autre appartenait à l'Union générale des travailleurs et parfois au Parti communiste. Et moi, dans ma famille, quand j'étais petit, j'étais très curieux. Et je posais beaucoup de questions, n'est-ce pas? Je le suis toujours d'ailleurs. Et donc, je demandais dans ma famille, qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre? Et puis, bien sûr, à un moment donné, dont je ne me souviens pas, mais à un moment, quelqu'un te parle de la guerre et tu entends parler de la guerre. C'est comme un mythe qui plane derrière tout ça. La guerre? Ouf, quelle époque, vraiment. C'était l'événement majeur pour la génération de mes grands-parents, et en partie celle de mes parents. Et ils ne voulaient pas parler de la guerre, mais ils ne voulaient pas parler de la guerre. Non, parce que cela aurait été particulièrement désagréable, ce que ça avait été. Ils avaient y passé la guerre à Madrid. Madrid a été terrible. Il y a eu de grands massacres, une faim horrible, un froid terrible pendant les hivers, parce qu'il n'y avait même pas de quoi se chauffer. Enfin, personne n'ignore ce que peut être une guerre à cette époque-là et tout ça. Surtout à cause de la difficulté à gérer les inconvénients. C'était surtout parce que la guerre avait été surmontée. Parce qu'ils vivaient dans l'Espagne de Franco, ils avaient des vécus avec une normalité absolue. Au début, pas avec quelques inconvénients. L'une de mes tantes, par exemple, est partie en France et a été internée dans un camp de concentration. Une autre avait été à Madrid et avait été poursuivie par les autorités du Front populaire, par les milices, etc. Il y a aussi eu quelques cas où ils étaient du côté de Franco, mais presque tous étaient de l'autre côté. Et ils avaient eu des moments difficiles, etc. Mais ce n'était pas pour ça, c'était parce qu'ils avaient compris la nécessité de vivre, de coexister, et que la politique ne devait pas empoisonner les relations entre les personnes. Comme aujourd'hui en Espagne, selon les endroits. Le cas de la Catalogne est emblématique, mais ce phénomène s'est généralisé en Espagne. Ce type de loi, ce qu'elles font et ce qu'elles cherchent, c'est à nous diviser, à nous opposer les uns aux autres. Pourquoi parler maintenant d'événements d'il y a 90 ans? C'est très bien que nous parlions d'histoire. Je suis historien et tu peux imaginer que j'ai une grande vocation et tout ça. Mais il faut que cela reste sur le terrain de l'histoire. Il ne faut pas le faire descendre sur le terrain politique. L'histoire ne peut pas faire partie du débat politique. Cela arrive car certains secteurs utilisent cet instrument comme levier pour obtenir l'hégémonie culturelle. Pour s'emparer de la narration, du récit et du discours. Ce qui renforce leur pouvoir, c'est la raison. À quel prix? Au prix de nous opposer aux autres? C'est ça le véritablement terrible dans toute cette affaire. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est imposer un modèle, c'est imposer une version. J'ai des idées claires sur certains sujets et bien sûr, j'admets que quelqu'un pense différemment et confronte ses idées. C'est ce qui est souhaitable. Au cours de ma vie, j'ai modifié des points de vue personnels, historiques ou idéologiques. En raison du débat et du fait de comprendre que d'autres personnes ont aussi raison et qu'elles ont aussi leurs raisons. En ce moment même, par exemple, je suis en train de revoir un livre qui a été le premier que j'ai publié à l'époque. Un livre qui n'a rien. Ça a un lien, mais très peu. Seulement sur certains aspects. Ce livre, intitulé L'Europe sous les décombres, traite des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. C'est le premier livre que j'ai publié en 2007-2008, si je ne me trompe pas. Et je suis en train de le relire. Je le relis 15 ans plus tard, et je change des choses. Bien sûr que je change des choses. Comment pourrais-je penser aujourd'hui la même chose qu'il y a 15 ans? C'est ainsi que se construit le savoir, la connaissance et la science. Précisément ainsi, en révisant en permanence les choses que l'on croit, ce que l'on sait. Parce que d'autres, en plus de soi-même, ont apporté de nouveaux éléments pour la discussion et pour la connaissance. Comment dire que le sujet est clos et qu'on n'en discute plus? Non, tous les sujets doivent être ouverts à la discussion intellectuelle, absolument tous, et je le dis sans exception, tous les sujets doivent être ouverts. Alors, le problème avec ce type de loi, c'est que ce sont des lois castratrices. Ce sont des lois iniques, ce sont des lois mauvaises, qui, comme je le dis, nous divisent et nous opposent les uns aux autres. Et en plus de ce que je t'ai raconté sur la famille, sur ma famille, n'est-ce pas? Eh bien, ce genre de dépassement de la guerre. Quand j'étais en doctorat à la Complutense, au tournant du siècle, au début du siècle dans lequel nous sommes. Pendant mon doctorat à la Complutense, je voulais étudier des sujets sur la guerre civile espagnole. Tu sais, tu peux croire que personne ne voulait diriger une thèse sur la guerre civile espagnole. À l'époque, année 2000. 2001 personnes ne voulaient la diriger. On me disait que si ce n'était pas à travers l'approche de la mémoire historique, ça n'intéressait personne. C'est là que la question de la mémoire historique devenait officielle. Mais là, je me rends compte que les dates m'ont un peu échappé. C'est en 2001-2002 que j'ai vraiment commencé.
Je ne parlerai pas de 97, 98. À l'époque, personne ne voulait parler de la guerre civile espagnole. On me disait souvent, hein, ça n'intéresse personne. Au département d'histoire contemporaine, on répétait que ce sujet n'intéressait pas. Jusqu'à ce qu'ils découvrent le potentiel idéologique de la guerre civile espagnole pour asseoir un discours social, un discours idéologique, un discours d'hégémonie culturelle. Et c'est alors qu'ils ont dit, c'est par là qu'il faut aller, c'est cette voie qu'il faut suivre. José María Aznar, en 2002, a condamné le soulèvement du 18 juillet, ce qui fait que toute la droite s'est agenouillée devant l'aversion de la guerre de la gauche. Et le reste nous a été donné en plus. La chose la plus dure qu'il y ait aujourd'hui. Pourquoi la droite traditionnelle espagnole en démocratie? Je ne pense pas que ce soit une démocratie, c'est un autre sujet. Elle s'est agenouillée devant la gauche. Pourquoi? Pourquoi a-t-on l'impression que la droite demande pardon à la gauche? Pour exister, être, penser, je n'y vois aucun sens. Je ne comprends pas ce parti populaire, même celui d'Aznar. J'ignorais qu'il avait demandé pardon pour le soulèvement. En tant que catholique, je pense que je me serais aussi révolté s'ils me tuaient et brûlèrent des couvents à cause de la terrible persécution. Alors quoi? Tu considères? Quel est le motif? Selon toi, quelle est la raison profonde derrière cette soumission à l'hégémonie culturelle de la gauche de la part de la droite? Nous allons Voir le soulèvement de 36 est justifié. Ce qu'il faut éviter, ce sont les antécédents qui ont conduit à ce que le soulèvement de 36 soit inévitable et justifié. Il faut éviter ces situations de violence, d'injustice et de remise en cause de la nation. Si on ne comprend pas cela, comme c'est le cas de la droite espagnole, alors on arrive à des conclusions erronées. On en arrive à un type d'histoire de style comique. Rue Sésame, tout ce genre de choses, les bons, les méchants, etc. Nous, démocrates, luttions pour la République, la liberté et la démocratie. Regardez, n'est-ce pas? Si vous aviez combattu pour la liberté, la démocratie et toutes ces choses, on vous aurait soutenu. Les Britanniques, les Français, les Nord-Américains, ils vous ont soutenu? Non, sauf les Français, un peu, pour des raisons compréhensibles, idéologiques. Qui vous a soutenu, messieurs les républicains? Le Mexique, le pays par excellence de la franc-maçonnerie? Le Mexique et l'Union soviétique. C'est que le soutien à la Seconde République venait de l'Union soviétique. Cela les décrit mieux que tout. Personne n'a voulu soutenir la Seconde République. Lorsque l'ambassadeur Ascarate arrive à Londres, peu après le déclenchement de la guerre, Winston Churchill, qui était vraiment démocrate, Winston Churchill refuse de lui serrer la main à l'ambassadeur d'Espagne. Il lui retire la main et murmure « sang, 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 blood, blood, blood », parce que de grands massacres avaient lieu dans la zone du Front populaire en Espagne. Eh bien, la droite, que ce soit ça. quoi qu'il en soit, c'est un concept que je déplore profondément, celui de droite et de gauche. Et en plus, je pense que cela correspond à une époque déjà révolue, déjà absolument dépassée. Mais pour que nous nous comprenions, je ne me considère pas comme quelqu'un de droite, je ne me suis jamais considéré comme quelqu'un de droite, le concept de droite m'est étranger. Mais si nous voulons l'aborder d'une manière qui puisse être comprise de façon conventionnelle, il n'a aucune intention de mener ce combat. A-t-il abandonné cela? Pourquoi? Eh bien, parce que je crois qu'il y a implicitement une reconnaissance d'une supériorité morale et intellectuelle de la gauche. Dans une certaine mesure, la gauche représente, pour ainsi dire, en termes contemporains, le devoir-être. Le devoir. Être. C'est ce que souvent des gens de droite disent. Ils disent « Ah, si seulement le communisme était possible ». Non, en théorie, le communisme est très beau. Tu l'as sûrement déjà entendu. Oui, eh bien non, il se peut même que je l'ai déjà dit moi-même une fois. Le communisme est une horreur en théorie comme en pratique. Comment ça pourrait être beau? Quelque chose qui commence par nier la propriété, par exemple. La propriété est un attribut humain fondamental, comme le définissait José Antonio. Dire qu'il ne faut pas accumuler de propriété, c'est différent. Si nous défendons la propriété, nous devons vouloir qu'elle soit accessible à tous. Pas que la propriété soit détenue par 4 personnes, mais que tout le monde ait une propriété. Le projet du communisme, c'est que tout le monde ait une propriété. Non, le projet du communisme, c'est que personne n'ait de propriété. Tu trouves vraiment que c'est beau? Vraiment, personne ne peut avoir une petite boutique ou pousser à l'extrême, je ne sais pas quoi, sa propre lingerie.
Si on veut vraiment pousser à l'extrême, mais c'est pour que ce soit clair, non? Par réduction à l'absurde? Vraiment, personne ne peut avoir une petite boutique. Vraiment, personne ne peut avoir une entreprise. Vraiment, tu ne peux pas te monter ici un studio avec tes efforts, avec ton argent, avec tout ça, pour te consacrer à faire ça? Pourquoi personne ne peut avoir de propriété? Je veux dire, pour donner un exemple, comment ça peut être bien, ça? Comment ça peut être bien de dire que l'être humain est juste un animal évolué et rien de plus? Que l'être humain n'a pas de qualité supérieure à n'importe quel autre élément de la création? Que l'être humain a une dignité, parce que c'est un être spirituel en plus d'être un être matériel. Comment cela pourrait-il être beau? Comment cela pourrait-il être beau? Comment peut-on dire que nous devons renoncer à notre identité culturelle et nationale? Parce qu'il y a un projet internationaliste cosmopolite qui veut que nous soyons tous égaux. Franchement, je ne vois rien de beau dans le communisme, ni dans le capitalisme non plus, je te le dis très clairement. Autre chose, ne confondons pas. La propriété privée, le marché, etc., ce sont des choses différentes. Mais dans l'idée capitaliste où le produit de l'activité humaine revient au capital plutôt qu'au travail, je ne vois rien de particulièrement beau. Donc bon, cela serait à discuter d'une autre manière, autrement et à un autre moment, sûrement. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un complexe de la part de ce qui n'est pas la gauche, je préfère dire, ou de la droite, si tu veux, il y a un complexe très profond face à la gauche. On lui attribue immédiatement une supériorité morale et intellectuelle. Alors qu'ils n'ont ni l'une ni l'autre, mais vraiment ni l'une ni l'autre. Alors, c'est la raison pour laquelle, on leur a cédé tout le terrain. Il existe une forte habitude, surtout en Espagne. Il y a une habitude dans la société espagnole, dans les familles espagnoles, que beaucoup d'entre nous ont aussi subi. Dans les familles? Quand on nous disait, parce que nous avions un certain activisme politique, et surtout nos mères, parce que c'était surtout les mères. Nous disaient Le père, plus permissif et souriant, se levait et partait sans vouloir entendre parler du sujet. Mais les mères, surtout ma mère disait, mais enfin, mon fils, arrête avec ces choses-là et consacre-toi à tes études. Deviens un homme utile et essaie de faire des études d'ingénieur. Ah bien, des choses comme ça. C'est-à-dire, bon, ce qu'on doit faire, c'est faire des études, non? Alors tout était beaucoup plus conventionnel qu'aujourd'hui, non? Il y avait moins de variété dans ce sens-là. Probablement un niveau plus élevé, mais moins de choix de filière lors des études. Et donc, tous les parents de droite voulaient que leurs enfants deviennent avocats, ingénieurs et, dans une moindre mesure, mais aussi architectes ou médecins. Le reste, ils le méprisaient en disant « Toi, tu vas étudier la philosophie? Mais tu es idiot, tu vas mourir de faim, toutes ces choses-là. » Bien sûr, la vraie bataille, en termes idéologiques. Ce n'était pas dans les facultés d'ingénieurs, de médecine, de pharmacie ou de mathématiques que cela se passait. La vraie bataille. Là où cela se passait, c'était dans les facultés d'histoire, de philosophie, de philologie, de géographie, de pédagogie, de sociologie, de sciences politiques. C'est là que se jouait la bataille idéologique. Et cela était complètement abandonné et laissé entre les mains de ce genre d'individus qui, aujourd'hui, peuvent ainsi nous dicter les lois de mémoire historique et de mémoire démocratique. Justement pour ça, une réflexion. C'est brutal ce que tu viens de dire. Je n'y avais jamais pensé et tu as raison. Précisément pour cela, ce genre de faculté, désolé, mais il y a un côté babacool énorme qui est instauré. Tu vas à l'université de Somosaguas et j'ai vu l'autre jour une affiche qui demandait avoir des rapports sexuels. Oui. Oui. Je l'ai vu, je l'ai déjà vu. La gauche a évolué, mais Fernando, vraiment, il faut qu'on conclue. Je termine par cette réflexion. La gauche a évolué. J'aimerais en discuter davantage dans une autre émission. Quelle est ta vision sur le changement qu'a connu la gauche de la Seconde République à la gauche actuelle? Les femmes ont-elles un pénis? Le changement est brutal, c'est brutal. Mais je pense que c'est tellement brutal que ce n'est même plus la gauche. On peut appeler ça la gauche si on veut, d'accord? Mais ce n'est pas la gauche. C'est-à-dire, voyons, à qui cela profite-t-il? Et que contiennent ces programmes d'idéologie de genre, toute la gamme du féminisme, etc. En réalité, il profite à un projet qui est celui du globalisme, qui est un projet transnational, de capitalisme transnational, et qui est entre les mains de forces absolument réactionnaires, au pire sens du terme, de forces extrêmement puissantes, des grands intérêts, des fondations, des milliardaires américains. C'est à cela qu'ils servent. Ce sont les caniches, la bande de la matraque, la garde rapprochée.
Des grands intérêts des multinationales et des intérêts supranationaux des institutions et des particuliers millionnaires, comme je l'ai dit, pour la grande majorité américaine. Quelle transformation sociale veulent-ils? La classe ouvrière ne les suit plus depuis longtemps, nulle part. Ils n'ont aucun message pour les travailleurs, ouvriers, employés, ni pour la classe moyenne et la petite classe moyenne appauvrie. Ils n'ont aucun message pour eux, hein. Au contraire, leur message, c'est quoi? Que si tu as 10 ans, tu peux, je ne sais pas si c'est masculé, ce qu'ils appellent changement de sexe, parce qu'on ne peut pas changer de sexe. C'est un grand mensonge, car dans chaque cellule, le sexe ne change pas. Seule l'apparence externe peut être modifiée. Mais tu ne peux rien faire d'autre. Mais bon, ils en sont là, ils tiennent ce discours, bien sûr. Je veux dire, mais ce n'est pas la gauche. Enfin, ce sujet nous emmènerait très loin, ce n'est vraiment pas la gauche. La gauche cherche une transformation sociale des conditions objectives sans être marxiste ni anarchiste. Marx part du fait que la réalité est objective, qu'il existe une réalité matérielle. S'il n'y a pas de réalité matérielle, on ne peut pas en transformer une. Marx affirme dans sa célèbre phrase « Jusqu'à présent, les philosophes ont interprété le monde, maintenant ils doivent le transformer ». Célèbre, mais avec cette gauche actuelle, il n'est plus nécessaire de transformer le monde. Si tu es ce que tu perçois, quelle transformation dois-tu faire? Tu as seulement besoin de modifier ta perception. Si tu es un homme et que tu veux être une femme, t'auto-percevoir comme une femme, il suffit d'un acte de ta volonté. Il n'est pas nécessaire de transformer la réalité, il suffit de la percevoir, de l'imaginer, de la créer. Tu crées la réalité. C'est précisément une formulation anti-marxiste. Marx affirme que la réalité crée l'idée. Hegel, le père du marxisme, même si cela agaçait Marx, l'était. Hegel affirme le contraire. Hegel dit que c'est l'idée qui crée la réalité. Et c'est-à-dire que tu es une femme parce que tu te perçois comme une femme. Traduit en termes actuels, c'est le contraire de Marx. Exactement le contraire de Marx. Que veulent vraiment ces types de gauche? Ils n'ont rien, ni projet de transformation sociale. Dans aucun autre domaine, c'est un ultra-individualisme poussé à l'extrême. En réalité, ils sont une sorte de... À cet égard, ils préparent le terrain et servent de justification, ainsi que d'alibi moral et idéologique au néolibéralisme le plus radical. Celui qui brise toutes les frontières. Il ne doit pas y avoir de frontières, il ne doit pas y avoir de limites. Et ils l'ont porté au niveau physiologique, au niveau du corps humain. Il n'y a pas de frontières, même pas le sexe ne me définit, je n'ai aucune frontière qui me définisse à part celle de ma volonté. Tu crois? Que c'est un mouvement ultralibéral, pas marxiste. Regarde les... Grands théoriciens de l'idéologie du genre, par exemple. Les nutriments idéologiques de ceux qui défendent ces positions sont des personnes qui ont été qui ont été façonnées, qui ont grandi dans le marxisme philosophique, mais qui ont fini par représenter des positions ultralibérales. Par exemple, oui, mais Pas le libéralisme. Non, non. nous parlons des formulations, disons, les plus folles, qui cherchent à ce qu'il n'y ait absolument aucune limite à rien. Eh bien, cela se reflète mieux que jamais, par exemple, dans l'idéologie du genre, comme je le dis. Alors, le cas de Foucault, le cas de Derrida, par exemple, bien sûr, c'est ce type de formulation. Comment Foucault a-t-il fini? Il a fini dans le libéralisme le plus déchaîné, logiquement. C'est-à-dire, cela représente une rébellion contre toute limite, et cela n'a rien à voir avec le marxisme. Et cette rébellion, Tu l'appellerais comment? L'être humain joue à être Dieu? Oui, oui. bien sûr, Dieu. Formule de Nietzsche à la fin du 19e siècle. Dieu est mort. Ils ne sont même plus dans la mort de Dieu, ils ne sont même plus dans la négation de la création, ils sont dans l'auto-négation, dans la négation de leur propre être. Vraiment, pourquoi? Cela nous mènerait trop loin, mais c'est le conflit entre l'idée d'une essence et d'une existence chez l'être humain. Cela a à voir avec l'existentialisme. L'être humain ne serait pas une essence, il n'aurait pas d'essence. L'être humain n'aurait que l'existence. Son essence serait, pour ainsi dire, son existence. Mais en n'ayant pas d'essence, l'être humain n'est rien d'autre qu'une série de moments dans le temps. Sous-titré. Pourquoi ne sommes-nous même plus dans les définitions sexuelles en tant que telles? Pourquoi une personne peut-elle être de genre fluide, bisexuel, hétérosexuel, homosexuel? Qu'est-ce que j'en sais? Trisexuel, verte?
Je ne sais pas ce qu'ils vont encore inventer. Bon, pourquoi? Parce que rien ne me définit. Comment quelque chose pourrait-il me définir s'il n'existe pas d'essence? Je suis ce que je fais à chaque instant. C'est l'idée qu'il y a derrière. Un affrontement classique en philosophie entre essence et existence. La négation donc qu'il existe une quelconque essence en tant comme il n'existe aucune réalité. Quel lien avec la gauche, vraiment? Cela n'a rien à voir avec la gauche, avec aucun type de gauche tel qu'on l'entend dans le modèle. Disons classique, pour le dire ainsi, bien sûr, cela n'a absolument rien à voir avec Marx. Parce que, bien sûr, il peut arriver un moment où nous allons voir. Si je suis ce que je perçois de moi-même, pourquoi limiter cela au sexe? Je peux l'être aussi dans d'autres domaines. En fait, il y a déjà des gens sur les réseaux sociaux qui se perçoivent comme des chats, qui se perçoivent comme des chiens. Nous l'avons déjà vu sur les réseaux sociaux. Et de la même manière, il peut y avoir des gens qui se perçoivent comme étant. Je vais te donner un exemple pour le comparer avec le socialisme, avec le marxisme, disons, véritablement. En suivant cette voie, cette façon de penser, pourquoi aurais-je besoin de transformer la réalité? Pourquoi devrais-je lutter contre une injustice où quelques-uns ont beaucoup et la majorité très peu? Il ne suffit pas de me voir comme riche, c'est tout. Alors non, Il faut... changer la réalité, ce que je dois faire, c'est m'en convaincre moi-même. C'est la fin de toute véritable révolution sur les conditions objectives dont parlait Marx. Incroyable. Fernando, j'ai adoré cette émission. Je veux que vous sachiez que dans ma communauté privée, il y aura un direct exclusif. Eh bien, Fernando, ça a été un immense plaisir de faire cette émission. Je suis sûr qu'on en fera une autre. Il me reste encore trop de questions à te poser et je pense qu'il y a plusieurs sujets que nous devons aborder, sur lesquels nous n'avons pas pu approfondir aujourd'hui. Je pense que c'est mieux ainsi, cela nous laisse la porte ouverte pour une autre émission. Je veux que vous sachiez que Fernando va aussi faire un direct dans ma communauté pour que vous puissiez lui poser toutes les questions que vous voulez. Je vais laisser le lien épinglé dans le commentaire. Ce sera sûrement soit le premier dimanche de septembre, soit le dernier dimanche d'août. Donc, messieurs, ce fut un immense plaisir. Pour la boisson, Testorade là. Merci dans la description, une forte accolade, Fernando. Veux-tu dire quelque chose au public? Merci beaucoup. À vous de m'avoir invité. À ceux qui ont supporté ça, merci de l'avoir fait et on se revoit bientôt. J'espère que ça a été un vrai plaisir. Eh bien, Messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans le prochain épisode de la Factoria. À la prochaine.